Vous savez qui il y a ce soir? Il y a Marlène Schiappa. Ouais. Tu l'aimes bien, Marlène Schiappa? C'est elle qui m'inspire le plus sur Twitter. Je ne suis pas sûr qu'elle apprécie toujours mes sorties, mais elles ne sont jamais acrimonieuses, toujours un peu caustiques. Voilà. Et toi, tu l'aimes bien? Je la connais en fait depuis assez longtemps. Toujours trouvé son engagement autour de la conciliation du travail, on va dire, du travail et de la vie familiale très inspirant et engagé. En plus, son père est un vieux trotskiste lambertiste. Ouais. Absatou. On a fait beaucoup d'émissions. Oui. Moi, j'attends juste de voir qui va être courageux ce soir. Parce qu'il y a un de mes voisins qui n'a jamais été très tendre avec Marlène Schiappa. Donc j'attends de voir s'il va affronter cette femme puissante, cette femme forte, cette femme qui, chaque jour, se prend des choses dans la tête pas possible et reste bien devant. Voilà. Ça me plaît. Ce challenge me plaît bien. Tu l'aimes bien, toi? Moi, je l'adore. Je trouve bon? c'est une badass. Trouve-moi quelqu'un à 35 ans qui a été chef d'entreprise, qui est maman, qui est ministre, c'est une badass. Ouais. Elle est géniale. Une quoi, une Badass. Vous pouvez traduire en français? Cul méchant. Cul méchant. Littéralement, parce que cul méchant. Et toi, France? Elle est emmerdante avec son politiquement correct. C'est quand même Elle est absolument une caricature. Une femme qui assume ce qu'elle est, ce qui dit est toujours emmerdante pour les mecs qui Elle arrive, mais elle est sur la route, mais nous, en il lui attendant, arrive d'être on politiquement commence correct. avec les unes de la semaine. Natacha, vous commencez. On va aller se promener en Italie. Est-ce que nos voisins italiens, qui sont quand même la troisième économie d'Europe, qui sont la deuxième industrie d'Europe, parce qu'on peut peut-être rappeler qu'eux, ils ont encore une industrie, contrairement à nous. Des petites entreprises. Voilà, ils ont préservé un tissu agricole aussi. Enfin bon, ils existent, quoi. Il se trouve qu'il y a eu des élections démocratiques. On peut considérer que c'est une connerie, qu'il ne fallait pas voter ça, mais il se trouve que les Italiens ont voté cela et que ça donne un gouvernement qui est une association qui nous semble baroque entre le mouvement 5 étoiles et la Ligue. Bon, c'est une décision démocratique et immédiatement, on a l'ensemble des leaders européens qui expliquent « Attention, d'accord la démocratie, mais enfin tout de même, il y a des traités européens, vous n'avez pas le droit d'en sortir, donc vous n'avez pas le droit de mener la politique que vous voulez et on va vous surveiller. » Et d'ailleurs, les marchés financiers sont en train d'attaquer l'Italie. C'est-à-dire qu'on ne les laisse même pas faire la politique qu'ils prétendent faire. Ils vont se planter sans doute parce que de toute façon, en termes économiques, les deux parties sont totalement contradictoires. D'accord, mais au moins ne les flinguez pas. Vous vous souvenez, quand la Grèce s'est retrouvée dans cette situation-là, tout le monde s'est jeté sur eux, pareil. Non, tout le monde s'est jeté sur eux, mais Jean-Claude Juncker a dit « il n'y a pas de démocratie en dehors des traités ». Or, je rappelle qu'un traité qui a été fait peut être défait et que le principe de base de la démocratie, c'est que ce qu'une génération a fait, la génération suivante peut le défaire. Parce que chaque génération est souveraine. C'est une connerie, je suis désolé. Oui. En 1933, Hitler a été élu, il est sorti des urnes. Alors on n'avait pas le droit de critiquer parce qu'il ne faut pas critiquer les élections. y a pas grand monde enfin, qui c'est critiquait, complètement ça con. peut- Justement. Ces gens-là, ce monsieur-là, Justement, tout le il monde a un s'est écrasé curriculum face qu'il à a Hitler. complètement, il a tout réinventé. exemples. C'est un personnage Le ridicule. mec n'a jamais fait les études qu'il prétend avoir fait. Déjà, ça commence bien. Bon, après, il est avec deux psychopathes. Enfin, un type qui n'existe pas, c'est le mouvement 5 étoiles. Et puis l'espèce d'abruti aviné, hyper d'extrême droite, là, cette espèce Abruti du Nord atroce. aviné. Mais bien sûr, c'est ce que c'est. Regarde leur gueule. Je suis désolé, elle parle toute seule. Et je veux dire, on n'a pas le droit de rien dire maintenant. On nous met des bâillons tout le temps. Alors, il ne faut pas dire ceci, il ne faut pas dire cela. Après mais- les élections, ah bah non, ils ont voté. Mais Surtout, France- il faut dire bravo. Alors c'est tout. Mais non, moi je dis que dans un an, va attendre qu'il ait fini, Natacha, on se donne rendez-vous dans un an. Tu verras, ce sera une catastrophe. Bon, en Italie. alors- ouais. Petite réponse. Non mais Rendez-vous dans 3 ans. Oui, dans 3 ans. Ça sera encore Alors, pire. France, encore Est-ce un. qu'on peut lui on donner va, un petit on va verre se d'eau calmer, voilà. On va reparler normalement entre gens à peu près corrects au lieu de traiter les autres de brutes avinés, voilà. Simplement, pardon, mais première chose, l'argument qui consiste à dire on n'a plus le droit de rien dire, alors que justement, ce qui me frappe, c'est que l'ensemble de la presse européenne dit exactement ce que tu dis, que l'ensemble des politiques disent exactement ce que tu dis, donc tu as parfaitement le droit de le dire, il n'y a aucun problème, Franz. Deuxième chose, bien sûr qu'on se donne rendez-vous dans un an, et bien sûr qu'ils se seront plantés dans un an. Je préfère qu'un gouvernement comme celui-là se plante parce qu'il a échoué, et nous avons la démonstration qu'il a échoué, et ce sera une l'a preuve déjà, c'est pour l'ensemble des peuples européens, plutôt qu'il échoue parce que les marchés financiers l'ont fait échouer, et que du coup, les peuples vont essayer encore pire.
Très bien. Elle a très bien parlé. Alors, Raquel Garrido, quelle est votre une de la semaine, mon petit? Parcours supercherie. Ah, Le jeu de mots était facile. On en a parlé ici plusieurs fois. Certains ont dit qu'on allait voir, qu'on allait voir, que ça allait marcher, qu'il fallait. Et il était temps d'avoir enfin la sélection, etc. En réalité, voilà. Maintenant, les masques tombent. C'est-à-dire, ce n'est pas possible de traiter 7 millions de demandes. Ça laissait 3 minutes d'études par dossier. Les profs ne sont pas là pour ça. Et on se retrouve avec des situations absolument aberrantes. Alors, moi, ce que je veux dire, c'est que, voilà, moi, j'ai fait des études de droit. Oui. D'accord? Chacun sait. Ça se voit pas. Assez médiocre. Comme Gilles William, ce sont des études qui ne sont pas sélectives, en tout cas, qui, jusqu'à cette rentrée, ne l'étaient pas. Sinon, t'aurais pas... N'importe quel bachelier pouvait entrer en fac de droit. Aujourd'hui, le système, il est comment? C'est-à-dire, tu veux aller en fac de droit, dans les belles facs de droit parisiennes, eh bien, on va regarder ton parcours. T'as pas le droit d'avoir redoublé la première, par exemple, ce qui est mon cas. Moi, ma première S, ça n'a pas marché. J'ai fait ensuite une première à 1. C'est l'année où tu as connu Corbière en même temps. Tu as des circonstances atténuantes. Je me suis quand même pas mariée à 15 ans. Ouais. Et franchement, si Parcoursup existait à l'époque où j'ai voulu faire des études de droit, je n'aurais pas pu entrer à l'école, à l'université, à la faculté de droit. Je ne serais pas devenue avocate. Et quand même, je signale que bien que j'ai redoublé ma première et que j'ai eu finalement une mention assez faible, assez bien au bac, j'étais major de ma promotion pour le grand oral, pour l'entrée au barreau. Donc, c'est ça la vie. Et moi, je vois pas du tout l'intérêt de cristalliser les parcours. Nous sommes une nation jeune, tellement plus jeune que ses voisins. On a besoin que tout ça vive, que ça respire, de donner sa chance aux produits. Voilà, il faut donner sa chance aux produits de la France. Donc, T'as pas le droit de parler comme ça. Bah, parce que, non, c'est simple, parce hein. que, C'est en fait, basique. ce système-là, il est pas bon, évidemment. C'est clair, ça marche pas. Mais enfin, on sort d'un truc épouvantable. Le tirage au On sort. tirait les élèves au sort. Bah oui. C'est-à-dire un mec qui avait 19, Mais il faut créer plus et de etc. place. Il rentrait pas parce qu'il n'y avait pas de place, parce qu'il n'était pas tiré au Bah, il faut sort. en créer Ça n'est davantage. Raquel, ça. non, Raquel. L'idée de dire faut créer plus de place, non. Il y a assez d'étudiants comme ça, on manque de plombiers. Donc si tu veux Je suis l'idée de faire certaine. des universités pléthoriques, ça sert à rien. Voilà. Je n'ai rien contre le fait qu'on enseigne la plomberie à l'université. Bah oui, c'est bien la plomberie. Moi, je dis juste, j'envoie mes amitiés à tous ceux qui sont aujourd'hui en lutte pour de nouveaux droits et pour que le parcours sup ne soit pas un parcours supplice. France, votre une de la semaine, mon petit. Marseille. C'était lundi dernier. Il y a 10 mecs qui sont arrivés dans plusieurs voitures. Des Mégane, SR, un peu, là, ça fonctionnait bien. Ils bloquent une place, ils empêchent les gens de sortir, et puis surtout, ils ont commencé à tirer à la mitraillette, à la Kalachnikov, quand les flics sont arrivés. Parce qu'il y a quand même des patrouilles, contrairement à ce qu'on raconte. Il y a des petites patrouilles, et il y a 3 flics qui arrivent dans une Peugeot. Et effectivement, quand ils ont commencé à tirer la calache, ils étaient un petit peu emmerdés, parce qu'ils auraient pu sortir leur petit flingue, mais enfin bon... Ils ont quand même des fusils d'assaut dans le coffre depuis le terrorisme. Mais enfin, le temps d'ouvrir le coffre, etc., bien entendu, ça ne peut pas le faire. Et donc, après, ils coursent, les mecs, dans leur Mégane. Et évidemment, avec leur Peugeot 308, ça ne le fait pas. Puis surtout qu'elle a plein de kilomètres au compteur. Voilà. Et c'est ça un peu le drame que nous vivons. C'est-à-dire, la sécurité, on ne peut pas vraiment l'assumer. Avec le système actuel, c'est-à-dire c'est vraiment, parce que tu parles, il faut mettre de l'argent. Moi, je suis d'accord pour qu'on mette le maximum d'argent dans l'éducation. En plus, avec Jean-Michel Blanquer, ce ne sera pas de l'argent perdu. Mais la sécurité aussi, il faut mettre de l'argent. C'est-à-dire, les policiers, on ne peut plus les laisser travailler comme ça. C'est un sentiment d'impuissance absolue. Je sais pas, absolue. Tous les dirigeants français, ils n'arrêtent pas de supprimer des fonctionnaires à un moment. Non, ils attends, suppriment des ne policiers. fais pas ton Faut démago. pas s'étonner. Bah, Ne Non, fais pas ton Sarkozy, insoumis. on a dis-moi. supprimé 10 000. Dis-moi Tu sais alors. très bien qu'il y a beaucoup de postes de fonctionnaires à supprimer, mais évidemment pas là. C'est Donc, très il faut con. plus de flics. Mais évidemment. J'ai toujours été pour. J'ai toujours été pour. Je ne sais pas si ces bandits-là sont liés au trafic de cannabis. Évidemment. Je ne le sais pas. Évidemment. Mais ce qui est une évidence, c'est que ce n'est pas possible que 30% de l'activité de la police soit consacrée à lutter contre un trafic sur lequel, en réalité, il n'y a Non, mais zéro ça sera efficacité. autre chose. Bon, enfin- La légalisation Mais c'est du pas un cannabis, argument. elle viendra, je Mais vous si. le dis, elle mais c'est pas un viendra. argument du Et tout. ce jour-là, les habitants auront la paix Moi, je vous dis et que- les c'est pas le bandits, problème. l'État récupérera Raquel, leur oseille. donc, C'est Natacha, tout. attends, un mot, Ça, il a été Natacha. dit. Je voulais juste vous signaler les propos d'un syndicaliste flic
Alexandre Langlois, qui explique fort bien qu'on nous a raconté que la criminalité baissée à Marseille, c'est du pipeau, nous dit-il. D'ailleurs, son syndicat a porté plainte pour faux en écriture et pour escroquerie contre la hiérarchie de la police. Pourquoi ? Parce que la hiérarchie de la police, pour faire du chiffre, parce qu'ils touchent leurs primes, joue sur les résolutions d'enquête. Et il explique très bien que quand un flic, par exemple, passe 6 mois à enquêter pour démanteler un réseau de trafic, on lui dit, mais mon gars, c'est bien, mais ça fait une résolution. Alors que tu fais 3 boulettes de shit dans la journée, ça fait 3 résolutions. Et nous, on a notre prime. Voilà. Bon, alors, Golnadel. Je m'insurge contre le Marseille bashing. Mais c'est pas du Marseille bashing. Du Marseille bashing. Parce que je suis désolé. Parce que pendant ce temps-là, il y a eu un mort, Ne bouge pas. Japon. Ne bouge On n'en pas. parle pas. Il y a eu des incidents graves à Grenoble. Ça va On n'en être ton parle tour. pas. Ça On va ne être parle ton que de tour. Marseille. Pas le sujet. Golnadel, j'ai un truc Non, mais pour c'est- toi. c'est- Golnadel. Non, mais je veux dire simplement quelque chose qui est grave. C'est qu'on s'habitue à tout. Maintenant, ils ont les calaches en pleine rue. Ouais. Il y a 5 ans, c'était totalement invraisemblable. Ouais, c'est vrai. Et dans 5 ans, on s'habituera à ce qu'ils tirent des rafales sur les gens dans 5 ans. Il Tu rigoles. Depuis des Mais années, tu rigoles. il y a des Mesdames, règlements de messieurs, compte comme ça. Bien sûr, avec les Olivier calaches. Gisbert, au début de l'année, nous a amenés dans les quartiers nord de Marseille. justement, à la Et Bestou. Franz-Olivier Oh Gisbert non, c'est moche. ne nous a pas du tout C'est moche, raconté la même chose. C'est moche, je sais, mais oh, regarde. Là, on est au cœur des quartiers nord. C'est l'un des endroits les plus sûrs de Marseille, contrairement à tout ce qu'on peut raconter. Il n'y a que dans les médias français qu'on nous explique qu'on risque de se faire tuer à tout moment quand on est dans les quartiers nord. Et là, on va avoir la preuve que non. On est là, on parle à tout le monde vous parle parce que c'est Marseille. Et il y a 0 problème. Il y a zéro. Non, il y a zéro problème en fait. non. Je persiste et je signe. Il y a des problèmes partout en France, partout. Sauf si tu portes la Circulez. moustache. Allez à Si tu Lille, portes la allez à moustache, Strasbourg, tout va allez à bien. Grenoble, allez à Pau, et on ne parle toujours que de Il a Marseille. raison. Que de Marseille. Bon, alors maintenant, j'ai un problème. J'ai un problème. Franz-Olivier Gisbert, il paraît que vous n'aimez pas votre sampleur. Donc on va écouter le sampleur que vous voulez, et ensuite on va écouter les sampleurs que vous aviez. Nous allons voter. Premier sampleur, Emma. On dirait le sud, Qu'est-ce que tu veux, ça? le temps dure longtemps. Deuxième. Il en veut plus. Troisième. On m'appelle L'innocent du village. Bon voilà, alors on vote. Qui préfère le sud? Parce qu'il veut le sud. Moi, je veux le Moi, j'aime Simpler. Moi, je veux le Simplet, Moi, j'aime bien le Simplet sud, aussi. toi. Ouais, je Non, mais vote on le se sud, fout de allez, ma pour le gueule. sud. Ouais. Mais on se fout de ma gueule, les filles. J'aurais passé ma vie à critiquer mon sampleur, mais on s'en tape complètement. Incroyable. Qui est d'accord pour le sud? Oui, Allez, mais je te c'est bien, soutiens. Je te soutiens, c'est pour le sud. Bon, moi, je vais être comme lui. Le sud. On dirait le sud, le temps dure longtemps. Donc désormais, C'est fini. Gilles William. Votre une. Cette semaine, mardi dernier, notre président bien-aimé a fait une déclaration qui a fait un peu de bruit. Est-ce qu'on peut l'entendre? Le magnéto. On regarde. Ça n'aurait aucun sens que deux mâles blancs ne vivant pas dans ces quartiers s'échangent l'un un rapport et l'autre disant « on m'a remis un plan, je l'ai découvert ». C'est pas vrai, ça marche plus comme ça. Les gens qui y vivent, qui font parfois depuis des décennies, ce sont des acteurs de ces sujets. Ça veut dire que sous les ors de l'Élysée, ce président, à mon sens, a prononcé l'une de ses plus grosses bourdes, et c'est quand même un peu étrange de la part d'un garçon sympathique et intelligent, mais cette bourde-là, elle est consternante et je pense qu'elle ornera son bêtisier. Et c'est une bourde consternante à plusieurs niveaux. Déjà, au ras des pâquerettes, c'est consternant parce que c'est quand même le président blanc Macron qui l'a commandé au blanc Borloo. Ouais. Et maintenant, il s'en plaint. C'est le président de la République française
gardien de la Constitution. Et notre Constitution, elle interdit de faire des différences en fonction de la couleur de la peau, de l'origine ethnique ou d'autres conceptions. Donc, c'est à n'y rien comprendre. Et en dessous, au premier sous-sol, c'est également consternant parce que ça veut dire en creux qu'un blanc, maintenant, il n'est plus qualifié pour parler de la banlieue sur la banlieue. C'est vrai. C'est-à-dire qu'il rejoint en creux la conception racisée et raciale des indigènes de la République. Et d'une certaine manière, ça donne du poids aux craintes de son prédécesseur, François Hollande, qui, à la veillée, lorsqu'il parlait avec les deux journalistes du Monde, Davet et l'Homme, parlait d'un risque de partition dans les territoires. Ouais. Donc c'est extrêmement grave. Et au troisième niveau, à la cave, dans les bas-fonds de l'inconscient, c'est encore plus grave, Thierry, parce que il en parle comment, Macron? Au-delà, évidemment, du caractère trivial et insolent, réservé uniquement aux mâles blancs, parce qu'il n'aurait pas parlé, sous les ors de l'Élysée, d'une femelle noire. Cette insolence-là, elle est réservée uniquement aux mâles blancs. Il en parle de manière uniquement négative, c'est-à-dire que le blanc, c'est d'une certaine manière, pardon de le dire, c'est le vilain bouton que l'on veut expulser. Donc le fait de considérer forcément le blanc toujours comme un bourreau et jamais comme une victime, et que ça soit alimenté d'une certaine manière inconsciemment par ce garçon intelligent, c'est consternant. Ce que je veux dire par là, d'une certaine manière, le mâle blanc, quand on en parle, c'est toujours en mal. La chute est bien. Absatou, c'est à vous. Combien de Naomi? Alors effectivement, elle s'appelait Naomi Musenga, elle a 22 ans, c'est une jeune maman. Elle avait un tout petit enfant, elle est décédée, tout le monde en a entendu parler. Elle a eu la malchance de tomber sur un opérateur du SAMU qui a pris très à la légère son appel de détresse, si on peut l'entendre, pour ceux qui n'ont pas suivi l'affaire. Oui, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Bon, si vous me dites pas ce qui se passe, je raccroche, hein. Madame, j'ai très mal. Oui, bah vous appelez un médecin, hein. D'accord. Je peux pas. Vous pouvez pas? Ah non, vous pouvez appeler les pompiers, mais vous pouvez pas. Oui, vous allez mourir, certainement un jour, comme tout le monde. S'il vous plaît, aidez-moi, madame. Bah, je vais vous aider, je sais pas ce que vous avez. J'ai très mal au ventre. Oui, bah vous appelez SOS médecin. Voilà, ça je peux pas le faire à votre place. Ou sinon, vous appelez votre médecin traitant. Voilà, au revoir. Elle est malheureusement décédée après cet appel. Agnès Buzyn, la ministre, a déclaré cette semaine qu'en fait, c'était loin d'être un cas isolé. Oui, il y en qu'il y avait des dizaines et des oui, dizaines de Naomi qui étaient aussi victimes d'opérateurs qui prenaient très à la légère des appels de gens réellement en détresse. Donc, évidemment, on condamne l'attitude de l'opérateur, mais ce que j'ai voulu dire à travers cette une, c'est tout autre chose. Et ça n'a presque rien à voir, mais c'est un prétexte pour en parler. Je suis toujours choquée de voir le nombre de personnes qui se présentent aux urgences sans avoir vraiment d'urgence. Oui. Je suis toujours choquée de voir le nombre de personnes qui appellent très facilement le 18, le 15 pour parler d'une situation de détresse qui n'en est pas une. Et en fait, ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait voilà, que les gens se rendent compte qu'en faisant ça, finalement, ils épuisent le personnel en face qui est fatigué. Et ils prennent la place de gens qui en ont vraiment besoin. Exactement. En fait. Donc voilà, donc cette affaire, elle est douloureuse, elle est dramatique. Et je pense évidemment aux parents qui ont demandé cette semaine encore des explications parce qu'ils ne les ont visiblement pas tous. Ils sont très bien, les parents. Voilà, ils sont très bien. Et Agnès Buzyn qui a mis le doigt dessus, eh ben, il faut effectivement qu'il y ait des solutions qui soient apportées. Monia. Dépêchez-vous parce que... Bon, on est d'accord qu'il est temps que je mette tout le monde d'accord. Voilà, Natacha Polony en a parlé dans son excellente revue de presse sur LCI la semaine dernière. J'ai vu ça, ouais. Voilà, c'est tiré d'un article de Technicart. Alors la journaliste nous pose une question surprenante. Peut-on encore coucher pour réussir? Bah oui, il y a des gens qui veulent coucher pour réussir. Non, mais c'est vrai parce que depuis Balance Tom Port, depuis l'affaire Weinstein, depuis les hashtags MeToo, en fait, les relations entre les hommes et les femmes se sont tendues. On est devenus un peu des saintes nitouches parce qu'on ne sait pas sur quoi on peut personne vous touche, tu veux dire. Plus personne nous touche, c'est ça. C'est pas ça. Alors, on est devenu un peu prude. Et d'ailleurs, la journaliste dans cet article, Adeline Fleury, nous dit...
pourquoi est-ce qu'on montrerait du doigt celles qui décident de coucher pour réussir? Je parle bien de celles qui décident, pas de celles qui le subissent. Mais pourquoi est-ce qu'on montrerait du doigt celles qui décident d'utiliser le sexe comme un pouvoir, celles qui décident d'utiliser leur beauté comme un atout? Et selon toujours Adeline Fleury, elle nous dit « coucher pour réussir » fait partie de la liberté de corps et d'esprit. D'ailleurs, petite parenthèse personnelle, on pourrait aussi se demander si ces filles qui couchent pour réussir ne sont pas tout simplement des apprentis traders, parce qu'on sait tous que coucher avec la hiérarchie, c'est une manière de faire un placement en bourse. Ensuite, en guise... C'est la bourse qui fait un placement. Ah, bien. Comme tu veux. Pas mal, pas mal. Ensuite, en guise de conclusion, vous allez voir, ça va parfaitement avec le sujet. J'aimerais répondre à un internaute qui m'a posé une question vitale cette semaine sur mon compte Instagram. Alors un dénommé Sirocco DZ qui me demande « Sale beurette du service, wesh, t'as sucé Hardisson ou pas encore ?» Alors, comme je vous ai répondu sur Instagram, pas encore. J'ai eu un bouton de fièvre toute la semaine. Et sachez, cher Sirocco DZ, il y a pire que les personnes qui couchent pour réussir. Il y a les personnes comme vous qui aimeraient réussir à coucher. Oh. Et voilà, c'était les unes de la semaine. Et maintenant, j'accueille notre invité fil rouge. C'est la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est Marlène Schiappa. Bienvenue Marlène Schiappa, donc. Vous venez de publier Si souvent éloigné de vous, Lettre à mes filles aux éditions Stock. On évoquera également avec vous le projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Mais avant, on va faire un petit jeu qui s'appelle le bio-quiz de l'invité. Et on va savoir qui vous êtes, en fait. Qui est vraiment Marlène Schiappa? C'est le bio-quiz. Alors, quand elle était enfant, Marlène Schiappa pensait que Karl Marx était, attention, un aviateur de la Seconde Guerre mondiale, un personnage de dessin animé, un ami de la famille ou une marque de lave-linge. Un ami de la famille. Un ami de la famille. Ah bon? Monia. Allez, je vous laisse. Un ami de la famille, parce que quand vous étiez enfant, vous entendiez toute la journée Karl Marx a dit, vous pensiez que c'était un ami de la famille, en fait. En fait, mon père est trotskiste, donc Ouais. ma famille vient de la gauche, Ouais. comme on dit. C'est comme ça que j'ai rencontré Raquel, d'ailleurs, quand elle était une jeune maman, et moi, lycéenne. Ouais. Et effectivement, à force... On n'a pas autant d'écart, ça. Non, mais t'as eu des enfants jeunes et j'ai redoublé, c'est pour ça. Mais voilà, avec déjà Alexis Corbière. Il était déjà avec Corbière. Il était déjà là. Oh là là, mais il a fait là. Tu l'as eu tout de suite, quoi. Je l'ai pécho. Hop, on arrive. Voilà. Ouais. Donc, effectivement, votre père était lambertiste. Il est toujours. Et toujours, voilà. Et lambertiste, c'est... T'aimes pas les lambertistes, toi? C'est pas les plus malins dans les trotskistes, je suis désolé de vous dire. Mais... Ah oui, commence comme ça, direct les attaques Tu sur la commences à famille. insulter. Tu commences. Moi, j'allais dire que j'ai adoré votre insulter très son grand père. amour et vous attaquez mon Non, mais on père. a connu des lambertistes absolument extraordinaires, mais en général, bon, ils sont pas très... Mais son père était C'est extraordinaire. l'exception qui confirme la règle. Bah, Voilà. c'est l'exception, voilà, très bien. Alors, qu'est-ce qui était interdit dans la maison des Schiappa? Regarder TF1, lire Le Figaro, écouter RMC ou Les Hommes. Je vois bien le Figaro. Les Je vois bien le Figaro. Regardez TF1. Ce qui était interdit, regarder TF1, bravo Absatou. Alors, quelle grande école a fait Marlène Schiappa? L'ENA, Sciences Po, HEC ou Normal Sup? Sciences Po. Normal sup. HEC. Ah, Léna. Aucune. Bah, aucune. 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 Et ça ne vous empêche pas d'être Brillant. une des plus brillantes ministres du gouvernement d'Édouard Philippe, finalement. Comme quoi? C'est gentil. Mais non, mais Comme c'est quoi, vrai. les lambertistes. Elle n'est pas lambertiste, elle est macroniste. Elle est macroniste. Merci de le rappeler. Renseignez-vous, elle n'est pas lambertiste. Alors, quel Sinon, elle serait- conseil le papa Non, mais ils sont bizarres. de Marlène Schiappa lui a donné en cas d'agression? Hurler au secours le plus fort possible, sortir sa bombe lacrymo, donner un coup de genou dans les couilles ou composer le numéro du SAMU. Les des- couilles, les couilles. c'est ce qui est le mieux. Les couilles. Ah, c'est moi quand même. Et d'accord. Eh mais attends, chérie.
La question, c'est est-ce qu'elle a déjà eu à le faire? Vous avez bien visé ou pas? Ça m'est arrivé. Attention, que fait Marlène Schiappa quand elle déprime? Elle va boire un chocolat chaud chez McDo, elle regarde une comédie romantique en mangeant du popcorn, elle va boire une grenadine chez Manu, le bistrot en bas de chez elle, où elle prend une poignée de Xanax. Elle Chocolat regarde chaud. une comédie Chocolat romantique. chaud. Bravo. Eh, je l'ai dit Chocolat avant. J'ai dit avant, arrête, merde. Mais pardon, Chocolat chaud au McDo. non mais comment vous le savez? Juste toujours avant. Là. Comment vous le savez? Je l'ai jamais dit nulle part, ça. Bah, C'est tout, vous savez. artiste. Alors, Non, mais vraiment. c'est là, en revanche, qu'on voit que parfois, l'éducation lambertiste peut être cruellement trahie. Quand même, parce que aller filer du pognon à une Non, c'est pas ça. multinationale, c'est... Non, c'est pas ça. C'est que Bravo. Marlène allait au McDo boire du chocolat chaud avec sa maman. Et elle en garde un souvenir, évidemment, impérissable. Et aujourd'hui, quand elle a besoin de se ressourcer, elle se revit ce moment-là. C'est ma Madeleine de Proust. Voilà, exactement. Complétez cette phrase de Marlène Schiappa. J'aime à la fois les études féministes et les rots qui font rire, les blagues sur les couilles, faire le ménage en petite tenue ou les hommes qui me tirent par les cheveux. Les blagues. Les blagues. Les blagues, blagues. bravo. Non, j'ai jamais vu ça. Vous avez déclaré ça sur le site Momnet le 18 octobre 2011. Ah ouais, d'accord, ok. C'est quoi les blagues sur les couilles? Là, tout de suite, honnêtement, je ne saurais pas vous dire. Et 2011, j'étais jeune, j'avais en vu, faire une, je hein. n'ai pensé qu'à toi. Vous pouvez en faire une? Il y a des choses sur lesquelles on ne blague pas. Non, quand on trouve que c'est fragile, on essaye de pas Exactement. casser. Jolie, Natacha, jolie. Que fait Marlène Schiappa avant de monter dans un avion? Elle touche la carlingue de l'avion de sa main gauche. Cette galère. Elle s'assure toujours que la météo sera bonne. Elle récite 3 « Je vous salue Marie » où elle enregistre ses bagages, comme tout le monde. La finalement. météo. Elle enregistre ses bagages. La météo. Elle touche l'avion de la main. Non? Bah, Ah bah, elle c'est récite Marie. 3 fois, je vous salue. Ah, bien la je météo. salue Marie, bien sûr. Ouais. Non, Il n'y a plus que ça. Ah bon? Il n'y a plus Bah que oui, ça. parce que en fait, Marlène est très superstitieuse. Elle a même les yeux de Sainte-Lucie, vous l'avez là? Non, mais j'ai ma Corse autour du cou. Parce qu'elle est corse. Et en Corse, on est imprégné de superstition. Tout à C'est fait. pour ça. Non, mais je suis pas du tout croyante, effectivement. Non, non, je j'ai sais été bien. élevée par un Non, père mais- anticlérical, Oui, mais c'est normal, comme vous le allez disait vous Raquel. faut vous excuser. Mais en fait, Elle a j'ai ses petits tellement rituels. peur que je pense que ça marche. Et d'ailleurs, j'explique à mes filles qu'on ne s'est jamais écrasé en avion. Oui, Donc c'est les vrai. Je vous salue Marie, ça fonctionne. C'est une voilà. explication scientifique. Absolument. Moi, je suis pas superstitieux non plus, mais on ne sait jamais. À quelle occasion Marlène Schiappa a-t-elle avoué avoir pleuré? Lorsque Donald Trump a été élu, lorsqu'elle n'a pas pu assister au spectacle de fin d'année de ses filles, lorsque Neymar s'est blessé cet hiver, ou devant les images de migrants. C'est fini. C'est fini. C'est Le fini. spectacle. C'est fini. fini, C'est ouais. fini. Spectacle. Mais J'ai dit c'est avant. qu'avant, j'ai dit spectacle. Non, c'est fini. Mais bien sûr que c'est. J'ai dit fille, moi, avant. pas Je suis grave. désolé, j'ai dit Stéphane. fille. Fogg. C'est Fogg qui a gagné les tours. Et voilà, on se retrouve après la pub pour les dernières du dimanche. L'émission qui vous aide à vous faire votre opinion ce soir face aux 7 mercenaires. Marlène Schiappa, à tout de suite. Salut les terriens du dimanche. Bienvenue dans l'émission qui vous aide à vous faire votre opinion. Ce soir, face aux 7 mercenaires, Marlène Schiappa avec Iron Girl, Natacha Polony. Pour détourner un avion, il faut être dedans. Elle est là, Raquel Garrido. Ah là, je me suis demandé un peu d'argent de poche à tes parents. Elle avait déjà créé sa boîte. Absatoussi, c'est la chroniqueuse la plus élégante de la télé Cachemire Monia.
Il est végétarien, mais il dévore les politiques. Franz-Olivier Gisbert, l'avocat qui se défend très bien lui-même. Gilles William Goldnadel. Et notre invité fil rouge, Marlène Schiappa. Alors j'ai un slogan pour vous. Secrétaire d'État au Girl Power. Ah, c'est pas mal. Pas mal, j'achète. ça vous va bien. Ça me va. C'est à la fois secrétaire d'État et en même temps, c'est Et en même temps, moderne. Girl Power. Hein. Vous êtes secrétaire d'État auprès du Premier ministre. Oui, lui-même, Édouard Philippe. Directement Édouard Philippe. Hein. Voilà, cash. Voilà. Le mâle blanc. Le mâle blanc par excellence. Et vous avez votre sampleur. Voilà, l'émission s'appelle L'Éternel Dimanche, le groupe Les Gréments de Fortune et le hashtag LTV. Et on commence avec l'invité fil rouge face aux 7 mercenaires. Alors Marlène Schiappa, les 7 mercenaires ont chacun une question à vous poser. Comme je suis le 7e jusqu'au mois de septembre, à mon avis, j'ai une question pour vous. Vous publiez chez Stock « Si souvent éloigné de vous, lettre à mes filles ». C'est un ouvrage dans lequel vous vous adressez à vos 2 filles, donc sont respectivement âgées de 6 et 11 ans, et on apprend que vous leur lisez chaque soir « Histoire du soir pour filles rebelles, son destin de femme extraordinaire ». Ce livre vous a été offert par votre homologue italienne au G7, et il raconte des parcours féminins atypiques. Est-il vrai que l'histoire préférée de vos filles parle de Coy Matisse, un enfant de 6 ans, né transgenre, qui a voulu changer de sexe? Ouais, c'est vrai, mais c'est pas spécialement drôle. Ah si, si, lire ça à une gamine de 6 ans quand même. Ah oui? Ouais. Bah, si, mais moi je pense que la génération de nos enfants, elle est beaucoup plus émancipée par rapport à notre génération sur tout un tas de problématiques. Pour elles, ça leur paraît normal de dire qu'un homme peut être amoureux d'un homme. D'ailleurs, je raconte dans le livre qu'à un moment, je dis à une de mes filles, ce soir, j'ai un ami qui vient dîner avec sa femme, et elle me dit, tu veux dire avec son mari? Je lui dis non, avec sa femme, et elle me dit, mais depuis quand t'as des amis hétéros? Donc, je crois que vraiment, c'est une génération qui a grandi dans l'acceptation de ce qu'on est, des différentes orientations, et je sens que j'ai déjà perdu Gilles William Goldnadel. J'ai déjà quelques réserves. Vous êtes très poli de le dire de la sorte. D'avoir de temps en temps des amis hétéros. Moi, il y a un truc que j'adore dans votre livre. C'est que vous utilisez le même shampoing que vos filles et que de façon à garder leur odeur. Je trouve ça génial. Il y a une chanson que vous écoutez avec vos filles. Ma fille, mon enfant, je vois venir le temps où tu vas me quitter. Pour changer de saison, pour changer de maison, pour changer d'habitude. Et voilà, Absatou, quelle est votre question pour Marlène? Marlène Schiappa, je trouve que vous êtes l'exemple même que la méritocratie existe encore. Vous avez fait mentir le déterminisme social. Et c'est tout ce que j'aime parce que ça inspire énormément de jeunes femmes qui vous regardent et qui se disent que c'est possible pour elles aussi. Je vous admire et je vous respecte aussi de pouvoir affronter autant les attaques au quotidien et de rester debout comme vous l'êtes. Vous êtes une femme forte. Marlène, donc Thierry a dit que vous aviez donc publié ce livre où vous parlez de vos filles de 6 ans et de 11 ans. Vous leur parlez de ce milieu modeste dans lequel vous avez grandi. D'ailleurs, vous dites on n'avait pas un centime d'avance, on mangeait des pâtes, à tous les repas, on portait des vêtements trop petits. Et vous racontez la fois où vous avez défendu un employé immigré qui réclamait le paiement de ses heures supplémentaires et vous avez été viré. Et en rentrant à la maison, votre père vous a félicité. Alors vous, qui êtes aujourd'hui au gouvernement Macron, il en pense quoi des mesures Macron, votre père? Ben, moi, mon père, il est en désaccord politique avec moi, ou je suis en désaccord politique avec lui. Je ne sais pas dans quel ordre il faudrait le dire. Mon père, avant tout, il m'a élevé. Mon père, il est président d'un institut de recherche de la libre pensée. Il m'a élevé en disant, je veux que tu penses par toi-même. Je pense qu'il est heureux que je pense par moi-même, même si on est en désaccord profond sur la vision politique qu'on a
du pays. Je le raconte dans le livre d'ailleurs au début où mon père me parle du communisme et me dit qu'il faut mettre fin à la propriété privée des moyens de production. Et donc on lui explique avec ma sœur que c'est pas mal qu'il y ait plusieurs boulangeries dans le quartier et que la libre concurrence c'est bien parce que du coup il n'y a pas une boulangerie d'État qui fait du pain cramé qu'on est obligé d'acheter. Et là mon père est choqué, il me dit mais ça n'a rien à voir, tu n'as rien compris. Heureusement il me reste une fille du côté du mouvement ouvrier, ma sœur. Donc voilà, on a toujours eu ces débats, mais ça n'empêche pas l'affection, l'amour, l'admiration. Mais comment il a pris le jour où vous arrivez? Je l'ai préparé psychologiquement, je le raconte aussi dans le livre. Ma sœur me dit, j'ai vu dans le journal qu'il y a Emmanuel Macron, le ministre, qui va venir au Mans, c'est super. Est-ce que tu as pensé à appeler papa pour éviter qu'il fasse un AVC s'il l'apprend dans la presse? Donc je lui dis non, pourquoi? Tu crois que je dois le préparer? Elle me dit franchement, ouais, c'est mieux si tu peux le préparer un petit peu avant. Donc il était très fier que je sois au gouvernement parce qu'il sait que je porte mes sujets avec sincérité et il me soutient dans ce que je fais. Après, il n'est pas en accord politique avec ce qu'on fait et réciproquement. Natacha. Alors, Marlène Schiappa, vous avez pris position sur un sujet qui a occupé l'actualité cette semaine. C'est le cas de Mariam Pougetou, qui est présidente de l'UNEF Paris 4, qui a été interrogée donc, à la télévision pour parler des mouvements dans les facs. Et tout à coup, voilà, on a découvert que la présidente de l'UNEF Paris 4 était voilée et ça a commencé à faire polémique. Alors on peut peut-être préciser une chose. Porter le voile dans l'espace public, c'est parfaitement légal. Absolument. Elle a absolument le droit de porter le voile. La question, c'est, elle est présidente de l'UNEF, qui est un syndicat, qui a toujours été un syndicat laïque, qui était en pointe sur les combats des femmes pour leur émancipation, pour l'égalité hommes-femmes. Et la question est de savoir s'il est anodin, quand on est représentante syndicale, de porter un voile, sachant qu'une musulmane n'est pas obligée de porter le voile pour montrer qu'elle est musulmane et surtout quand on est syndicaliste, on n'est pas obligé de montrer qu'on est musulmane. Voilà, moi j'ai écouté les discours d'Emmanuel Macron sur la laïcité. Et Emmanuel Macron, à chacune de ses propositions, à chacune de ses prises de position sur ces questions-là, défend une conception anglo-saxonne de la laïcité. Cette laïcité à l'anglo-saxonne, elle aboutit justement à l'affichage des identités. Moi, je pense qu'il y a deux choses différentes. Sur l'UNEF, vous avez très bien posé le débat et je crois que c'est important de le rappeler, c'est son droit le plus strict de porter un voile. Ce qu'on remet en cause, à la fois Gérard Collomb, moi et d'autres, c'est pas le fait qu'elle porte un voile, c'est le fait qu'il y ait une contradiction dans le message qui est envoyé entre les valeurs de l'UNEF, qui est censée être féministe aussi, laïque, progressiste, de gauche, entre guillemets, et le port d'un signe religieux, c'est un hijab, c'est pas non plus un petit fichu, qui envoie des signes de l'islam politique, et sachant que la porte-parole a refusé de se prononcer sur des sujets comme le mariage pour tous ou l'IVG. Elle a été interviewée, on nous dit écoutez là, on ne demande que ça, on l'interviewe et elle dit je me prononce pas. Moi je crois qu'il y a des sujets sur lesquels on ne peut pas ne pas se prononcer. Où l'UNEF défend le mariage pour tous, défend le droit à l'IVG, défend le droit des femmes de ne pas porter le voile dans certains quartiers et partout dans le monde, ou alors il décide que finalement il y a des choses sur lesquelles on peut se coucher. Mais moi je ne crois pas que ce soit antinomique avec le discours que porte le président de la République. Il est aussi sur une défense de la loi de 1905. D'ailleurs, Jacqueline Gouraud s'est exprimée au nom du ministère de l'Intérieur et du gouvernement en rappelant quelque chose qui me tient à cœur. Il n'y a pas de communauté en France, il n'y a qu'une communauté, c'est la communauté nationale. Moi, je ne crois pas qu'il porte une vision à l'anglo-saxonne, je ne comprends pas son discours de la sorte, je comprends son discours comme la préservation. Et encore à l'Élysée, là, sur le grand événement pour les banlieues de mobilisation, il a eu un discours sur la laïcité. Ça vous dérange pas, Malblanc, par exemple, de qualifier les gens en fonction Alors, moi, je pense que Malblanc, il y avait un peu d'autodérision. Il n'avait pas l'air de rire, hein. Bon, si, honnêtement, il a fait un petit sourire. Il a dit on va pas s'échanger entre deux mâles blancs, quelque chose pour les deux mâles blancs qui ne vivent pas dans les cités. C'était lui qui l'avait demandé. Voilà, il a poursuivi. C'était pas juste mâles blancs, c'était deux mâles blancs qui ne vivent pas dans ces quartiers. Nous allons nous être hors sol et parler de ces quartiers. Voilà, je crois que c'est aussi une transcription américaine. Excusez-moi, Marlène, il y a quand même un truc, c'est que Macron, sur la laïcité, on attend son discours depuis le mois de décembre, quand même. C'est-à-dire qu'il ne s'est jamais exprimé, en fait. Ben non, il évite. Et donc, on a par petites touches et on arrive à grappiller. Mais ce qu'on grappille, c'est cette vision qui est en fait conforme au libéralisme anglo-saxon, mais qui n'est pas tout à fait conforme à la République. Pas, ah non, mais je suis d'accord, mais il faut l'assumer. Qu'il l'exprime en disant, moi, je veux qu'on soit clair et que les Français choisissent la conception qu'ils préfèrent. Je préfère la façon anglo-saxonne que l'assimilation à la française, où on veut que tout le monde se ressemble. Moi, je suis pour l'intégration. Alors, pas pareil. Raquel Garrido, est-ce que vous avez une question? Lorsque vous avez été nommé ministre, vous avez pris une volée de bois vert immédiatement. Ils vous sont tous sautés à la gorge. Ils vous ont accusé de tous les mots islamo-gauchistes. Ils ne savaient pas que vous étiez vraiment fondamentalement laïque, voire anticlérical, etc. Et face à ces gens-là, concernés. Et face à eux, qui aujourd'hui commencent à
mollir et c'est une bonne chose. Non, on parle de couilles. Je ne vais point trop mollir. N'ayez pas peur, je ne vais point trop mollir. Face à eux, Je vais rester d'une grande richesse. face à eux, Marlène Schiappa, vous me trouverez toujours à vos côtés pour vous défendre. Je ne supporte pas. Ça, j'avoue que ça rassure. Après, on va discuter politique. Comment, en tant que ministre qui défend le droit des femmes, on peut supporter une loi comme celle des ordonnances Macron qui précarise à tout va le monde du travail en favorisant les CDD, favorisant l'intérim, favorisant le fait qu'au lieu de l'entreprise, on détricote les emplois du temps, la stabilité de l'emploi du temps. Vous savez très bien, hein, vous avez écrit ces choses-là dans Maman Travail. Si on vous change votre emploi du temps la semaine prochaine, vous savez que ça vous pourrit la vie. Parce que qui va s'occuper des enfants, qui va les chercher, etc. Est-ce que quand même, pas derrière les caméras, vous leur dites quand même que ça ne va pas? Je crois qu'on ne sera pas d'accord sur le constat, parce que moi, je ne crois pas que les ordonnances travail précarisent les femmes. Par exemple, sur le temps partiel, moi, je suis tout à fait d'accord avec vous sur le constat. La majorité des temps partiels subis, ce sont les femmes. Et pour ça, qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes en train de voter une mesure dans le cadre du plan formation et de la liberté à choisir son avenir professionnel, qui fait que désormais, quand vous êtes à temps partiel, vous avez autant de droits à la formation que si vous étiez à temps plein. C'est une vraie mesure qui permettra d'évoluer, d'avoir des formations qualifiantes pour pouvoir avoir accès à de nouveaux emplois et se réinsérer. Et je pense que je pourrais vous lister comme ça énormément de mesures qui sont prises par le gouvernement, qui sont bonnes pour les droits des femmes. Avec Muriel Pénicaud, on a présenté 15 nouvelles mesures contre les violences sexistes et sexuelles au travail et pour l'égalité salariale. Pour la première fois, on va faire la transparence des salaires avec un plan de rattrapage sur 3 ans. Ça veut dire que toutes les entreprises dans lesquelles il y a des écarts de salaire femmes-hommes, elles auront 3 ans pour rehausser les salaires des femmes et les mettre à niveau des hommes, sans quoi elles auront des pénalités réellement appliquées. Les auto-entrepreneuses, par exemple, qui n'avaient pas de vrai congé maternité bien indemnisé. Les agricultrices, on est en train de leur créer un congé maternité avec des indemnités en plus du remplacement qui existe déjà. Au contraire, ça sécurise la trajectoire professionnelle en protégeant les personnes avant de protéger les Je veux dire un statuts. truc, excusez-moi, vous connaissez vos dossiers. Parce que j'en ai vu des ministres. Hein. C'est à vous maintenant. Je vais parler de quelque chose qui s'est produit justement. C'est le match entre l'AC Ajaccio et Le Havre. Le Havre, très belle ville, Édouard Philippe, si vous nous regardez, magnifique, oui, belle très équipe. belle ville avec une équipe très diverse. Hein. Il y a beaucoup de Voilà, on va dire diversité ça. dans l'équipe du Havre, disons, ce qui n'est pas forcément le cas dans l'équipe d'Ajaccio. Ce qu'on a vu là est quelque chose d'absolument abject. Quand on regarde ces images, franchement... On regarde. Vous êtes tous des Français de merde! Vous êtes tous des Français de merde! C'est des Français de merde! C'est des histoires de couilles! Alors ce qu'on voit là... C'est violent là quand même. Bah oui, mais c'est un racisme absolument dégueulasse qui peut rappeler d'ailleurs le racisme des États du Sud américains au siècle dernier. C'est juste dingue, quoi. C'est sale nègre, sale arabe, etc. C'est dégueulasse. Et je voudrais demander à vous, qu'est-ce que vous avez envie de dire à vos amis, à nos amis corses? D'abord, je crois que 15 personnes, enfin je ne sais pas combien ils sont, mais une minorité de personnes ne représentent pas l'entièreté de la Corse. Des débordements on est d'accord là-dessus, racistes. mais enfin, ces Non, mais je crois que c'est événements-là important. ne se déroulent pas Ah, ailleurs. si, C'est si, des si. amis. Non, non, non. Ah, si, tu Ah parles. bah si, moi j'étais au lycée en face du Parc des Princes pendant 4 ans. tu Pour parles. dire que Non, mais t'exagères, si, là. des débordements de la violence dans tous les PSGOM, il y en a dans tous les classicos, dans quasiment tous les clubs. Il n'y a Bien pas ça sûr l'arabe, que il n'y a si. pas ça le noir. Ah bon? Ah bon, PSG? Vous vous souvenez pas qu'au PSG, les ultras, on l'a dû les interdire de Mais vous avez vu cette tribune. violence? Non, non, attendez. C'est vrai, c'est pas une lapalissade. Je crois qu'il ne représente pas ce qu'est la Corse. La Corse, c'est pas une région raciste, profondément. Profondément, je rappelle que la Corse, c'est une des seules régions justes qui n'a dénoncé aucun juif pendant la Seconde Guerre mondiale, parce Oui, que c'est ça vrai, fait on le partie sait, de ça. nos valeurs. Ah oui, bah c'est un on, sacré. on est une région, la Corse, qui a été métissée, qui s'est mélangée, qui a accueilli des Grecs, qui a accueilli... Alors, comme le disent les humoristes ajaxiens, Tsek et Pido, d'habitude, quand il y a des gens qui viennent nous voir, c'est pas pour le tourisme dans l'histoire, c'est plutôt pour nous envahir. Donc peut-être qu'effectivement, on n'est pas toujours extrêmement accueillant. C'est une blague, ce sont des humoristes qui le disent, mais néanmoins, je crois que ça ne représente pas ce qu'est la Corse, et je pense que ce n'est pas une raison, on ne peut pas... Il y a du racisme, traiter des gens de Français de merde, c'est évidemment inacceptable. Je pense que ce n'est pas une raison pour qu'il y ait non plus un déferlement d'amalgame et de racisme envers la Corse. Je ne dis pas que c'est ce que vous faites, hein, mais on a pu entendre ça aussi. Non, t'as répondu, mais t'as répondu. Il y a un vrai problème. C'est à elle que je posais la question. Il y a un vrai problème des supporters J'ai un nouvel de avocat. football et des rapports entre les clubs de ce sont eux, foot les qui n'osent footeux. pas, C'est quand je parlais des footeux, oui. tacler les supporters de football parce qu'effectivement, c'est le noyau dur. Mais que ça soit le club corse,
que ça soit le Paris Saint-Germain, que ça soit la AS Roma, que ça soit le Bétar de Jérusalem, que ça soit tout ce que vous voulez. Le Bétar Trump. Tout ce que vous voulez, il y a un problème des supporters tête de con. On ne peut pas en faire l'économie. Donc je ne vois pas pourquoi on ferait un procès spécifiquement contre la Et ben contre voilà, Ajaccio. votre avocat est Ajouter parfait. quelque chose, si c'est possible. Eh ben, je vais vous dire, ça, à Marseille, ça n'arriverait pas. Oh, tu parles. Eh oui, ça n'arriverait pas. Ça n'arriverait pas. À Marseille, je ne sais pas si ça arriverait, mais à Marseille, il y avait eu la banderole Margarita Louis Dreyfus, retourne à ton vrai métier, femme au foyer. C'est pas Ouais, vous aviez vu le particulièrement résultat élégant, aussi, mais néanmoins, je suis supporter de l'OM avant travaillez tout, pas beaucoup, donc je hein. soutiens. Mais ce stade, je le connais très bien, parce que moi, j'adore le foot, je vais voir des matchs dès que je suis quelque part. Et à Ajaccio, j'y suis souvent. Donc le stade de la CA, je le connais très bien. C'est un stade dans lequel il y a une bonne ambiance, dans lequel on chante, dans lequel on rend hommage aux mères des joueurs qui sont là pour supporter les matchs et pour les encourager. Donc je veux pas qu'on jette l'opprobre ni sur la CA, ni sur Ajaccio, ni sur la Corse, ni sur le foot. Ce sont le fait de minorités. C'est puni, il y a rien à voir. Non, il y a des choses à voir. Il y a eu des sanctions. Je crois que, honnêtement, jouer un match déjà, à le huis match clos, est joué à Montpellier. Un match à Montpellier à huis clos, il y a une perte économique C'est horrible, aussi derrière c'est horrible. extrêmement Oui. importante et une perte aussi de confiance. Il y a eu un certain nombre de joueurs qui ont été exclus. Les arbitrages, ils ont été rendus. Maintenant, effectivement, Et voilà. passons à autre chose et avançons dans les belles valeurs du foot et les belles valeurs de la Corse qui existent. Gilles William, Oui. votre question à Marlène. Je vous rassure tout de suite, je vais redevenir votre principal opposant. Ah merde. Non, mais très sérieusement, là, parce que c'est un texte fondateur qui m'est resté à travers de la gorge, et c'est pour ça, d'ailleurs, ça fonde même mon opposition à votre endroit. On est en 2014. Manuel Valls est Premier ministre. Il commémore le massacre à Toulouse contre les enfants juifs. Et quelques jours avant, il y a eu des manifestations en banlieue pour la Palestine où on a crié « mort juif ». Vous vous sentez obligé de commettre un article dans un blog où vous dites « Manuel Valls, vous avez déclaré constater la montée de l'antisémitisme qui se nourrit dans les quartiers populaires. Oui, comme tant d'autres, je me sens visé par vos propos quand vous parlez de l'antisémitisme des quartiers populaires. » Et je m'apprêtais, je dois vous le dire, à vous demander si, après tout ce qui s'est passé depuis 2014, de l'hypercachère aux assassinats de juifs, ou plutôt de juifs dans les quartiers, est-ce que vous ne regrettiez pas de cet article, où vous disiez en gros que quand on parle de l'antisémitisme dans les quartiers, on stigmatise les quartiers. Et il se trouve, et je lui en sais gré pour cela, que le président de la République lui-même, il y a 2 jours, dans son discours sur les banlieues, qu'est-ce qu'il dit, monsieur Macron? Il dit « Des gens se sont habitués au discours antisémite dans les quartiers, ils ont tort au carré, ils me trouveront sur leur chemin. » Donc, Marlène Schiappa, ma question est double. Est-ce que d'abord, vous ne regrettez pas, ou est-ce que vous referiez le même texte en 2018? Et d'autre part, compte tenu du fait que, d'une certaine manière, dans votre pensée, M. Macron stigmatise les quartiers, est-ce que vous ne comptez pas fulminer un nouvel article contre, cette fois-ci, le président de la République? Très bonne question, je vous remercie de l'avoir posée. Plusieurs choses. D'abord, non, je ne réécrirai pas ce texte, mais il me semble important de dire que là, c'est une partie tronquée du texte et que le début... Non, le début de ce texte, si vous l'avez en entier... Oui, je l'ai en entier. Alors, au début, je parle de la France juive. Et ce que je dis, c'est que ce ne sont pas les quartiers populaires qui ont inventé l'antisémitisme, qu'il y a eu un antisémitisme, exactement, qu'il y a en France... Non, mais laissez-moi répondre. Qu'il y a en France un antisémitisme ancien. L'affaire Dreyfus, ce n'est pas le fruit des quartiers populaires. Et je dis aussi que l'antisémitisme, c'est honteux, c'est inadmissible et que, bien sûr, il doit être combattu. J'avais écrit ce texte parce que moi, comme on l'a dit tout à l'heure, j'ai grandi dans des quartiers populaires et que je me sentais effectivement stigmatisée par ces propos que Manuel Valls, au demeurant, n'a pas tenus, mais je l'ai appris après. J'avais réagi à des propos rapportés. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je ne le réécrirai pas parce que je pense maintenant qu'il y a effectivement une nouvelle forme d'antisémitisme dans les quartiers populaires que je n'étais pas fondée à observer en 2014, que je n'y vivais plus depuis un moment. Et les rencontres, les échanges, les visites que j'ai pu faire et avoir depuis m'ont fait évoluer sur un certain nombre de sujets, notamment sur celui-là. Donc, acte, Marlène Schiappa. Monia, votre question à Marlène Schiappa, s'il vous plaît. En fait, j'aimerais qu'on revienne ensemble sur une excellente enquête de l'Express qui a été signée par Anne Rosincher et Amandine Hiroux, dans laquelle on apprend, par exemple, qu'un lycée à Toulouse, le lycée Gallieni, on a récemment installé des digicodes à l'entrée des toilettes des filles
Parce qu'aujourd'hui, dans le lycée Gallieni, les filles, pour aller faire pipi, elles sont obligées d'aller à 4 ou à 5 pour se protéger du harcèlement sexuel de certains lycéens. Autre chose, 2 lycéennes du lycée Camille Pissarro, Ajar et Chanelay de Pontoise, elles en ont tellement eu marre qu'on les traite régulièrement de putes parce qu'elles portent des jupes, parce que ce sont des jeunes adolescentes comme toutes les autres, qu'elles ont mis en place sur Facebook un rassemblement. Elles sont arrivées au total à rassembler 300 lycéens, lycéennes qui sont mobilisés pour justement parler de leur ras-le-bol concernant ce machisme adolescent naissant. C'est incroyable. Autre chose, Bernard Ravet, dans un livre qui est l'ancien proviseur de collège dans les quartiers nord de Marseille, nous parle, qui nous montre en fait que dans beaucoup de classes, les garçons ne s'asseyent plus à côté des filles. Dernière chose, à la maternelle, aujourd'hui, dans les cours de récré, vous êtes sûrement au courant, on ne joue plus seulement à cache-cache, on joue à un nouveau jeu, ça s'appelle le jeu du chat-fesse, ou le jeu de la main. En gros, les garçons gagnent des points lorsqu'ils touchent les seins, le sexe et les fesses des petites filles. À la maternelle. À la maternelle. Donc ma question est plutôt simple. Vous savez, ici, j'ai toujours été votre plus grand soutien. J'admire votre ténacité et votre combat. Mais est-ce que votre politique n'a pas oublié les plus fragiles face au harcèlement sexuel, à savoir les petites filles et les jeunes filles ? C'est une très bonne question. On ne les a pas du tout oubliés. Au contraire, c'est vraiment une de nos priorités. Moi, les 2 lycéennes de Pontoise, je les reçois cette semaine, justement, pour parler de leur démarche. Et au-delà de ça, on a annoncé avec le ministre de l'Éducation nationale un certain nombre de mesures. On crée des référents égalité dans tous les établissements scolaires pour faire en sorte qu'il y ait quelqu'un à qui on s'adresse. Parce que ce que nous disent les enseignants, c'est que très souvent, ils sont démunis face à ça. Ils ne le voient pas ou quand ils le voient, ils ne savent pas comment réagir. Donc il y aura un référent égalité à partir de la rentrée 2019 dans tous les établissements. Ensuite, le ministre de l'Éducation nationale crée des mallettes des parents dans lesquelles on alerte les parents sur tous ces enjeux fondamentaux d'égalité entre les filles et les garçons. En ce qui concerne les petits garçons qui ne s'asseyent pas à côté des petites filles, moi j'en ai vu des écoles comme ça quand j'étais maire adjointe avec des directrices d'école de la même manière qui sont démunies. C'est pour ça qu'il y aura ces conseils des sages sur les questions de laïcité, de lutte contre l'obscurantisme et de défense. C'est quand même un problème de radicalité absolument, quand même dans les collèges et dans les lycées. Y compris parfois de Front National, c'est important. Non, mais parfois aussi, y compris de déscolarisation des petites filles ou de certificats médicaux leur demandant qu'elles n'aillent pas à la piscine pour ne pas se montrer. Ce sont des discours qu'on entend, ce sont des réalités. Il faut les dénoncer. C'est pour ça qu'on fait ce Conseil des sages, ces référents égalité et qu'on refonde. La loi prévoit en fait 3 séances d'éducation à la sexualité par an. Elles ne sont pas mises en place actuellement. Donc, avec Jean-Michel Blanquer, il a fait une circulaire pour les recteurs pour demander qu'on les mette en place. Mais nous, on a préparé un catalogue de toutes les associations qui ont un agrément IMS, intervention en milieu scolaire, pour être sûr que les gens qui interviennent dans ces écoles, dans ces établissements scolaires, soient formés et puissent porter un discours avec des solutions extrêmement concrètes. Voilà, c'était les 7 mercenaires face à l'invité fil rouge. Et maintenant, mesdames, messieurs, on passe en zone libre. C'est la France citoyenne par Natacha Polony. Alors, le mâle est-il une espèce en voie de disparition? À l'heure où la virilité semble menacée, Natacha Polony nous a préparé un sujet au poil. Oui. D'abord parce que j'ai un intérêt dans ce sujet-là. J'aime bien les mecs. Donc, ça m'a inquiété de les voir un petit peu fragiles. Et simplement, la question, c'est pas seulement de savoir ce que c'est qu'un homme, parce qu'un homme, a priori, on sait qu'il y a une protubérance, enfin, on voit à peu près, grosso modo. Il y a quelques exceptions à la règle, mais on arrive à visualiser. En revanche, qu'est-ce que c'est que la virilité? Ça, c'est beaucoup plus compliqué. Et d'ailleurs, on est allé interroger des femmes pour leur demander ce que c'était pour elles la virilité. Et le résultat est assez amusant, mais surtout, vous allez voir que cette virilité, justement, elle se porte pas très très bien. Oh, regarde. Un homme viril, c'est un homme qui est grand, qui est protecteur. Naturel, avec des poils. Poilu tatoué. Qui soit un peu costaud, un peu grand. Qui est musclé. 1m90, 100 kilos, des muscles. Moi, j'avoue, je suis un peu cliché. Voilà, qu'il soit viril, quoi. Qui y aille, quoi. All I want to do is wash your clothes
don't want to keep you indoors. Je connais pas tous les hommes, mais dans ceux que je côtoie, il y en a une bonne moitié, à mon avis, qui devraient revoir leur virilité, ouais. Ils ont beaucoup de bouche, mais au final, ils font pas grand-chose. Une fois qu'il y a de l'action, il n'y a plus personne, quoi. J'ai trop envie de le faire. Ce qui définit aujourd'hui l'homme et la virilité, c'est son taux de testostérone. La testostérone lui donne sa virilité, lui permet son érection, d'être actif sexuellement, permet de construire sa masse musculaire, sa pilosité, tout ce qui peut le rendre attrayant. Biologiquement, le mâle est en péril, dans la mesure où les taux de testostérone de l'homme diminuent. Et l'homme s'œstrogénise. Nous sommes confrontés de plus en plus à des perturbateurs endocriniens qui miment les actions des œstrogènes. Nous avons les pesticides, les métaux lourds, il y en a de plus en plus, mais également dans l'eau de boisson recyclée, nous pouvons trouver des composants des pilules contraceptives qui sont des œstrogènes. Il y a une accélération de ce processus depuis une dizaine d'années. L'œstrogénisation provoque une baisse de la fertilité, une spermatogénèse moins abondante, donc les hommes sont moins féconds. L'œstrogénisation à outrance de l'espèce humaine peut conduire à sa perte. Alors, les hommes sont-ils victimes de la féminisation du monde? Alors, en tout cas, d'après Jean-François Bezos, donc biologiste, vous avez bien compris qu'il y a une dimension, en effet, qui est une dimension tout à fait physique, biologique. C'est-à-dire que la différenciation sexuée, elle se fait à partir des hormones. Et si on déséquilibre ces hormones, ça pose un problème. Vous aurez remarqué aussi que nous sommes le produit d'une évolution et que cette évolution fait que les femelles originellement avaient tendance à choisir dans l'espèce le mâle dominant et qu'il en reste deux, trois notions quand les femmes décrivent ce qui est pour elles un homme viril. Il faut qu'il ait les caractères dominants de l'espèce. Bon, cela dit, la virilité, elle n'est pas seulement remise en cause par ces questions biologiques, même si ça, c'est un sujet qui est totalement sous-traité, alors qu'il est très important. Il y a aussi le fait que la virilité, en tant que système de valeurs, est remise en cause. C'est-à-dire qu'en gros, justement, parce que ça relève de ce qui permet à un homme de montrer qu'il est puissant, qu'il est fort, eh bien, aujourd'hui, les valeurs de puissance, de force, elles sont totalement dévaluées. Pourquoi ? Parce que de toute façon, on s'est aperçu que ça aboutissait aux différentes boucheries, au carnage du XXe siècle, parce que le progrès technique fait qu'on a moins besoin de la force physique. Donc, en gros, le mâle costaud, il est moins utile. Donc, comment il s'en sort ? En plus, on explique que la brutalité, c'est mauvais. Or, hélas, tout ce qui relevait de la virilité est aujourd'hui considéré comme de la brutalité. C'est-à-dire que même quand vous montrez Jean Gabin, on va finir par vous expliquer que c'est un ignoble mâle blanc hétérosexuel qui veut dominer, c'est insupportable. Donc, cette évacuation symbolique, elle est aussi juridique. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, en droit, par exemple, le mâle, il ne peut même plus être père. C'est la femme qui décide s'il a le droit d'être père ou pas. C'est-à-dire qu'une femme, juridiquement, peut forcer un homme à reconnaître un enfant alors qu'il ne veut pas, ou elle peut, au contraire, décider qu'il ne sera pas père. Donc, petit à petit, de tous les côtés, ces hommes, ils sont fragilisés. Regardez l'état dans lequel ils sont ensuite. C'est absolument désespérant. C'est une grande souffrance. Et bientôt, avec les évolutions de la science, on n'en aura plus besoin du tout de ces choses-là. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, si vous regardez les évolutions scientifiques, on commence à réussir à créer des femelles, alors c'est sur des souris, mais des femelles en croisant des ovules, on n'a plus besoin de spermatozoïdes. Alors moi, je suis désolée, je suis très inquiète pour les garçons. Comment ils vont faire, ces pauvres petits garçons ? Comment on va élever des garçons dans ce monde-là ? Vous leur expliquez que c'est quoi être un garçon ? Alors j'ai trouvé, moi, une solution, tout simplement, dans l'histoire de l'humanité. Pour réguler la brutalité, on a inventé des codes. Par exemple, le code de la chevalerie, c'est une façon de réguler la violence. C'est une façon d'expliquer que la force brute, parce que dans la testostérone, il y a de la force brute, il y a des pulsions.
eh bien, ça doit se dominer, ça doit au contraire rentrer dans une symbolique qui va permettre de mettre cette force au service de la fragilité, de la faiblesse, des plus humbles. Et ça, je pense que ce sont des valeurs qui permettent aujourd'hui de ne pas écrabouiller les garçons en criminalisant leur sexualité, leur identité, mais en revanche, de comprendre qu'il peut y avoir de la grandeur là-dedans. Merci pour les garçons. Non mais c'est vrai, il y a une féminisation du monde. Quand Zemmour a dit ça il y a quelques années, tout le monde lui est tombé dessus. Pardon, mais une féminisation, enfin, c'est très intéressant. Moi, je trouve ça vraiment passionnant. Et la place des hommes, je pense que c'est vraiment une clé, et notamment de ce qu'on appelle les normes masculines du pouvoir. Mais je ne crois pas qu'on puisse dire qu'il y a une féminisation du monde ou qu'on aille vers la fin des hommes. Je rappelle qu'il y a quand même une répartition extrêmement genrée, désolée d'utiliser ce terme, entre les femmes et les hommes dans la société. Qui est payé 9 à 27% de moins? Ce pas les hommes, ce sont les femmes. Qui fait 72% des tâches ménagères dans les couples hétérosexuels? Votre façon pas les hommes, ce sont les femmes. Votre façon d'expliquer que c'est pas... Qui sont les 300 000 victimes d'agressions sexuelles sont majoritairement les femmes. Il y a des hommes aussi, mais majoritairement les femmes. Il y a une domination masculine qui existe toujours, hélas. Et je crois que le but, c'est pas d'exterminer les hommes. Et les hommes ne sont pas ramenés à des spermatozoïdes. Si on n'a plus besoin de spermatozoïdes, on aura toujours besoin des hommes pour ce qu'ils sont. Mais je crois que l'idée, c'est d'arriver à une égalité où chacun peut vivre sereinement dans l'identité dans laquelle il a envie de vivre. Vous n'avez pas l'impression qu'à travers votre combat, vous réduisez souvent les femmes à l'état de victimes, vous stigmatisez aussi beaucoup les hommes. On a l'impression que votre combat, c'est un peu contre les hommes, vraiment alors qu'il y a quand même, on le voit, on parle de la précarité des femmes, on parle de plein de choses. On sait aussi que dans plein de boîtes où les femmes, elles sont chefs d'entreprise, elles ne donnent pas plus la chance aux autres femmes. On se rend compte que les premières questions qu'elles posent aux entretiens, c'est « est-ce que tu vas faire un enfant ?» Donc ce qu'on reproche aux hommes, finalement, on le fait aussi quand on est femme de pouvoir. Et surtout, ce qui m'embête, c'est qu'on a l'impression que la femme, elle est souvent dans la plainte au lieu d'agir. L'homme, il ne pose pas la question. L'homme, il agit, il fait ce qu'il a à faire, et quand il doit prendre le pouvoir, il le prend. Nous, les femmes, on nous éduque, et à travers aussi cette façon de faire, on nous éduque toujours à être en dessous, et à être les petites victimes, et à être, voilà. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que votre discours, il sert ça quand même? Moi, je trouve ça incroyable, parce qu'à chaque fois qu'on essaye de défendre une égalité entre les femmes et les hommes, on doit toujours se justifier. Moi, il y a une interview dans laquelle j'ai dit « j'adore les hommes ». D'ailleurs, j'étais un peu prise à partie par des féministes qui m'ont dit « vous trahissez la cause, etc. » Moi, je crois vraiment que s'il y a quelqu'un qui est pas, s'il y a vraiment quelqu'un qui est pas contre les hommes, c'est vraiment moi. Je le redis, j'adore les hommes. J'ai été élevée partiellement par mon père en tant que père célibataire. J'ai énormément d'amis garçons. Je pense que je comprends les hommes et je les défends. Il y a quelque chose qui me choque, c'est quand on dit par exemple aux petits garçons « un garçon, ça pleure pas ». Et ça, je trouve que c'est une forme de discrimination aussi, d'assigner un garçon à un stéréotype de genre. Donc l'égalité, c'est pour les femmes comme pour les hommes. J'ai jamais rien dit, jamais rien sous-entendu qui soit contre les hommes. Au contraire, c'est pour les femmes et les hommes. La victimisation, la question que vous posez, c'est une question très intéressante. Parce que c'est un écueil dans lequel on ne doit pas tomber. On doit aussi parler des femmes comme modèles puissants. Et ce que vous incarnez, d'ailleurs, Absatou, je me permets de le dire, c'est aussi un message positif. Et je crois qu'on doit mettre, quand vous avez fait l'émission sur M6, dont le nom m'échappe, où vous expliquez que voilà, vous êtes une femme jeune, noire, et ben vous y allez, vous créez votre entreprise. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Vous rebondissez, vous recréez autre chose. Et ça, je crois que c'est un beau message et qu'on doit effectivement mettre en avant des femmes comme ça. C'est ce qu'on fait avec le réseau des ambassadrices de la création d'entreprises et énormément d'autres projets qu'on développe. Une petite question, parce que quand même, le début du sujet, c'est sur la question hormonale. Ouais. Votre gouvernement a fait disparaître de la loi agriculture-alimentation la question du glyphosate, qui est un perturbateur endocrinien. Vous étiez engagé, enfin Emmanuel Macron nous avait expliqué que la France seule d'ailleurs, puisqu'elle a échoué à convaincre les autres pays européens de le faire, allait arrêter le glyphosate quand il y aurait un substitut. Et donc là, comme on ne lance rien, on risque pas de trouver un substitut. Donc ça y est, ça a disparu, tout ça. On va continuer à fabriquer des produits qui sont en train de perturber les hormones humaines. Vous avez montré là. De vos mecs. Voilà. Oui, moi je sais pas, j'y tiens. Non, mais nous aussi. Des filles aussi. D'ailleurs, oui, absolument, des filles aussi, puisque les filles ont leurs règles maintenant de plus en plus jeunes, aussi à cause des perturbateurs endocriniens. Absolument. Ce que vous avez montré, c'est absolument primordial. Moi, le glyphosate, l'engagement sera tenu. La France va sortir du glyphosate. À terme, le président de la République s'est déjà exprimé en disant qu'il donnait 3 ans pour que la France sorte du glyphosate, mais qu'il fallait qu'il y ait quelque chose qui puisse remplacer, parce que sortir du glyphosate sans avoir de solution, c'est un texte qu'on n'appliquera pas. Ce qui menace les hommes, Thierry, je suis désolé, c'est pas la féminisation, contrairement à ce que dit Zemmour, c'est même une bonne chose, je trouve, c'est un signe de maturité de la civilisation. Ce qui les menace, c'est la stérilité.
Alors, Natacha a commencé à montrer le bout du nez avec la parthogenèse, c'est vrai, parce que c'est une évolution classique, hein, on voit ça chez les insectes, c'est-à-dire les femmes se reproduisent entre elles, et puis ça continue, mais simplement, ce sera un genre humain totalement féminin. Eh ben, je vais vous dire un truc, là, vous regretterez, vous verrez. Bien sûr, que j'en c'est suis bien. convaincue. Marlène Schiappa, comment l'affaire Weinstein a changé le monde? Réponse après la pub dans la deuxième partie des Terriens du dimanche. L'émission qui vous aide à vous faire votre opinion. À tout de suite. Rebonsoir les Terriens du dimanche. Nous sommes de retour sur Terre dans l'émission qui vous aide à vous faire votre opinion. Toujours en compagnie des 7 mercenaires. Natacha Polony, Raquel Garrido, Hatsa Toussi, Monia Cachemire, Franz-Olivier Gisbert, Gilles-William Goldnadel. Ce soir, face aux 7 mercenaires, Marlène Schiappa. Et maintenant, c'est l'heure du zapping des Terriens. Chaque semaine, les Terriens vous proposent désormais le tour du monde des images les plus ovniesques. Le principe, on vous montre une vidéo, vous réagissez, c'est tout con. Première vidéo, direction le Brésil. Voilà des pansements en peau de poisson pour soigner les brûlures. Franz. Ça permet juste un petit moment de philosophie ou de panthéisme, simplement parce qu'il montre à quel point nous participons tous du même monde des vivants. C'est juste extraordinaire. Oui. Parce qu'on ne le fait pas encore pour des raisons éthiques, mais enfin, le rein de cochon, on peut le faire demain. Enfin, il y a tas de choses. Le cochon, on peut le greffer, la chair est très proche de la nôtre. Quand on mange du cochon, on fait Non, c'est moi, de je pars l'anthropophagie. encore au paradis, C'est de après. l'anthropophagie. Et donc, là, c'est la même chose, quoi. C'est du poisson, puis demain, ça va être autre chose. C'est-à-dire, on est les mêmes. Oui. Il ne faut jamais l'oublier, ça. Ouais. Il est Quand vous le panthéiste, bouffez- sincèrement. Quand vous le Sincèrement, bouffez, c'est- pensez à ça. Quand vous bouffez ces animaux, pensez que ce sont vos frères et vos Ah sœurs. oui, c'est parce qu'il y a plein de- Surtout que Franz est bien placé pour parler des poissons parce qu'il est sorti avec beaucoup de thon. Vous êtes d'accord? Non, mais moi je pense que c'est un vrai sujet et je vais ramener la question à la Corse. Mais venant de la Corse, je sais à quel point c'est important de préserver les ressources naturelles, l'eau, la biodiversité. Les Corses, ils sont bons pour ça. Hein. Absolument, mais justement, on protège Ils se laissent pas justement faire, les les territoires. Corses. Il y a une vraie biodiversité encore en Corse, Ouais. qui est rare d'ailleurs dans le monde. Ouais. Direction la Polynésie. Ah, comme on est bien dans mon île, on ne fait jamais rien. On s'endort au soleil qui nous caresse et l'on paresse. Alors voilà, une île flottante, sans gouvernement et sans taxes. C'est un sujet absolument passionnant parce qu'il est porté par les libertariens de la Silicon Valley. C'est-à-dire que celui qui porte ce projet, qui s'appelle Cy Steading, est un ancien cadre dirigeant de Google. Et c'est pas un hasard. C'est-à-dire que l'idée, en effet, c'est d'abord de trouver un lieu pour l'humanité où les gens seront libres, où il n'y aura pas d'État, où chacun va pouvoir être autonome. Ça a l'air d'être une utopie formidable. Ensuite, quand on regarde, l'idée, c'est surtout de créer un paradis fiscal, un endroit où enfin on n'a plus à payer ces horribles Bien impôts. sûr. Et quand on écoute le discours des concepteurs de ce projet, ça va encore plus loin. C'est-à-dire que les mecs expliquent que, en fait, la démocratie, c'est pas efficient pour prendre des décisions. Ils le disent clairement comme ça. Ça marche pas. Et que finalement, eux, avec leurs entreprises, ils sont beaucoup plus efficaces. C'est-à-dire que c'est un mouvement mondial de gens qui, au fond,
déteste la démocratie et je trouve que c'est profondément dangereux. Non, je pense que c'est intéressant, surtout sur ce que disait Natacha, c'est-à-dire le rapport à la démocratie. Mais je crois qu'on peut l'interroger sans forcément la combattre. C'est un peu ce que faisait Alexis Tocqueville dans De la démocratie en Amérique. Il explique que c'est le moins pire des meilleurs systèmes de gouvernance. Donc après, rien n'interdit d'expérimenter d'autres systèmes. Jusqu'à présent, c'est quand même celui-ci qui est le plus efficient. C'est une utopie. Et je déteste les utopies. C'est chiant. Je déteste. Je déteste. Qu'est-ce que t'es prosaïque? T'es pisse vinaigre. Eh oui. Oh là là. Eh oui. Ah bah joie. Eh oui. Bien, Jamais content, carrément méchant, jamais content. Oui, j'avoue que je m'enorgueillis d'avoir ce rôle ingrat de doucher un peu votre enthousiasme un peu niais. J'étais pas enthousiaste, un peu niais. Monsieur. Je déteste les utopies, la poésie politique. Le nazisme était une utopie par la race. Le communisme a été une utopie par la classe. Et on sait comment ça se termine, toujours comme une catastrophe. On y est. Alors maintenant, direction la France. Allez, Natacha, c'est pour vous, là. Non, mais non seulement ça, mais ça ravage les océans, ces cochonneries-là. C'est-à-dire que plutôt que de manger des trucs absolument dégueulasses, qui n'ont pas de goût, qui sont faux, c'est-à-dire c'est fait pour vous tromper, pour vous faire croire que vous mangez quelque chose, alors que ce n'est pas ça que vous mangez. Non, c'est écrit Donc, dessus. autant C'est écrit manger dessus que c'est pas du poisson. Non, mais t'achètes du surimi. Tu sais que c'est de la merde. sûr, tu le sais. Et moi, dans un Mais vous passé le lointain, savez, quand tout le monde je le sait j'ai pas. encore Non, les gens ne savent pas, voilà. Parce qu'il y a du Alors, renom. ils sont pas cons, les Et gens tu lis sont dessus, pas c'est écrit. C'est C'est écrit. frites chez McDo, on sait que c'est con. C'est puis on écrit, bouffe bah quand oui. même. En Natacha. effet, il existe des lois qui arrêter. protègent les consommateurs en obligeant d'écrire sur les étiquettes ce qu'il y a dans le produit, mais c'est écrit en tout petit et hélas, il y a une éducation à faire pour que les gens regardent les étiquettes. La seule chose qu'on peut dire, c'est manger moins de poisson, peu, mais du bon poisson, du vrai. Une fois de temps en temps, oui, c'est cher, mais une fois de temps en temps, puis le reste du temps, vous Mangez faites, moins de bovin vous faites aussi, un moins de œuf mouton, avec, moins de avec une chèvre. soupe de poireaux, c'est délicieux. Un c'est- voilà. bovin. Moi, ce qui m'intéresse de savoir maintenant, c'est vous faites la cuisine? Non. Ah si, bien sûr, à moitié corse, à moitié italienne, comment vous voulez que je cuisine pas? Votre plat préféré, c'est quoi, le plat italien? Le sanglier à la pasta Oh là là, chaude. quelle horreur! Mais quelle horreur! Je l'ai fait exprès. Direction les Pays-Bas. Voilà, comme quoi le plastique, ça peut être fantastique. C'est exceptionnel, ça. Là, tu vois comme On c'est peut le beau. critiquer quand on va sur certaines plages, Mais là, c'est franchement, merveilleux. Ah ouais. c'est dramatique. Par contre, si ça bouge et qu'il y a des gens dedans, c'est un bateau de migrants. Hein. Tu vois, tu ramènes... C'est prosaïque. Ce que tu dis, c'est prosaïque. Merci de retourner dans la réalité, les gars. Direction le Royaume-Uni. Back at the house, a bottle is found and opened in honor of those who have drowned, while we who have not are stricken with guilt and dutifully see that not one drop is spilt. We're drinking to life, we're drinking to death, we're drinking till the cellar dry. Et là, voilà, de la bière. De la bière avec du pain. Le pain, la bière
mais aussi le vin, le fromage, ce sont des éléments qui naissent du ferment. On parlait du vivant. Le vivant est lié par le ferment, c'est ça qui nous fait vivre. Et la bière, c'est ça. C'est du malt ou de la céréale fermentée. Le vin, c'est du raisin fermenté. C'est grâce à ça que nous pouvons exister. Du ferment, nous en avons plein. Voilà. Sinon, il y a un truc qui s'appelle le pain perdu aussi pour récupérer la recette, de l'œuf, de la fleur d'oranger, un peu de rhum éventuellement pour ceux qui veulent, du beurre. Et voilà. Ça marche très bien. Direction la Chine. Et voilà, un crématorium 5 étoiles pour les animaux de compagnie. Monia, ça vous... Vous savez que le premier cimetière pour animaux de compagnie a été créé en France en 1899 à Asnières. Et à Asnières, on peut aller visiter. C'est d'ailleurs pour ta chatte, si tu veux. Elle n'est pas morte encore. Je sais, mais tu sais combien ça coûte d'enterrer son animal à Asnières? Ça te coûte 2 000 € la location de l'emplacement pour 20 ans. J'ai prévu, c'est dans mon jardin, moi. C'est vrai? Est-ce qu'on a le droit légalement d'enterrer son animal de compagnie? Tu vas chez Brigitte Bardot, il y a 70 tombes de chats et de chiens dans son jardin. Quelle horreur. Si tu les aimes, c'est presque... Enfin, moi, je ferais ça pour mon chat, je le ferais. Mais oui, c'est des compagnons. Chez vous. Non, j'ai pas. Je peux vous donner des chats, si vous voulez? Non, merci, j'ai vraiment pas le temps de m'en occuper. Mais ne dites pas ça parce que sinon mes filles vont regarder l'émission, elles vont vous entendre, elles vont dire ah même Thierry Ardisson veut que t'aies un chat. Je ne comprends pas pourquoi vous n'avez pas de chat à la maison, les enfants. Il faut demander à maman. J'ai décidé de vous offrir. Maman est d'accord. Voilà. Vraiment, je n'en sais rien. Voilà, c'était le zapping des terriens. Et maintenant, on passe en zone libre avec celle de Marlène Schiappa, notre invitée fil rouge. Alors, lors du dernier festival de Cannes, une ligne téléphonique a été mise en place pour lutter contre le harcèlement sexuel et signaler d'éventuelles agressions. Et Marlène Schiappa n'a pas, évidemment, manqué à l'appel pour évoquer ce numéro vert, direction le tapis rouge. On regarde. In 1997, en 97, I was raped by Harvey Weinstein. J'ai été violée par Harvey Weinstein ici même à Cannes. I was 21 years old. J'avais 21 ans. Le message, il est double. Un, c'est de dire à ces femmes, vous n'êtes pas seules. Et l'autre message, c'est de rappeler qu'il y a un comportement correct exigé. Le harcèlement, c'est puni par la loi. C'est 3 ans de prison, 45 000 € d'amende. Donc, à la fois, le gouvernement, la République française, mais aussi le Festival de Cannes ne tolèrent plus le harcèlement sexuel. Ah bah, c'est super. Je rentre tous les soirs à pied et je me fais embêter toutes les 5 minutes au bord de la route. Mais ça fait pas vraiment partie du festival, mais ça peut être un moyen d'avoir quelqu'un qui parle. I feel unsafe. This actually makes me safer knowing that I have this phone number in my pocket. Let's have a toast for the douchebags. Let's have a toast for the assholes. Let's have a toast for the scumbags. Every one of them that Il y a une des écoutantes qui a pris un appel et qui a accompagné une femme anglo-saxonne au commissariat de police pour déposer une plainte. Je crois que c'est important de dire à ces femmes qu'elles ne sont pas seules. This is a new era for men because they're all terrified. The men are terrified. The predators are hiding and terrified. You feel it. I mean, it's like a very palpable atmosphere. And I think it's a very exciting time for men. Now, to rethink of what does it mean to be a man. Faut pas baisser les armes parce que c'est au départ. Est-ce qu'il y a un après Weinstein? Oh là là, alors vous verrez ce soir, il y aura une grande montée des marches, 82 femmes. Voilà, 82 personnalités féminines pour symboliser les 82 films
qui ont concouru depuis le début du festival en compétition, signés par des femmes, contre 1645 pour des hommes. There's a limit to your love. Like a waterfall in slow mo. There's a limit to your love. On se tenait toute la main, c'est vrai. Et c'était très fort. Je crois qu'on est nombreuses à avoir pleuré. Pourquoi, je ne peux pas vous dire. C'était un moment historique et je pense qu'on gardera cette photo avec les 82 femmes dans l'avenir aussi. Je pense qu'on est dans l'œil du cyclone de cette problématique-là et qu'on a besoin d'avoir une réponse forte et qu'il y a des voix qui se dressent et des gens qui ont envie de dignité, ont envie d'être entendus. Et il faut les entendre. Je crois qu'il faut accompagner ça, il faut accompagner ce geste au lieu de le contredire. Ah oui, non mais quelle hypocrisie, mais quand on voit ça... Alors voilà, qu'est-ce que vous en pensez, mon cher Gisbert? Moi, franchement, évidemment, quand on voit Julie Gaillet, quand on voit Salma Hayek, on a envie d'aller avec, c'est formidable. Mais vous ne croyez pas quand même que Catherine Deneuve, Brigitte Bardot aussi, ont dit des choses très justes sur cette question? C'est-à-dire ce côté, ces grandes actrices qui se présentent comme des femmes crucifiées, qui ont été violées par un type qui, comment dire... Oui, quand on va le soir, convoqué par Hervé Weinstein, qui est dans sa robe de chambre, on arrive et puis on entre, et puis voilà, il ouvre la robe de chambre. On sait très bien d'ailleurs pourquoi ils vous convoquent. Donc, moi, je pense quand même que dans cette affaire-là, ils ont oublié les femmes de ménage. Ils ont oublié les filles, les caissières dans la grande distribution, violées, persécutées, harcelées, puis qui finissent parfois par céder. C'est-à-dire, elles ne sont pas là. Ce sont elles, les belles actrices, qui seraient les victimes. Absatou. Je suis totalement d'accord. D'abord, il y a dans le discours de Salma Hayek quelque chose qui me gêne. Quand elle dit les hommes sont tous terrorisés. Oui. Ils n'ont pas à tous être terrorisés, parce qu'à un moment, c'est justement ce que je reproche à ce mouvement, c'est de faire de l'homme un coupable de toute façon. Merci. Je suis désolée. Donc à un moment, je trouve que vraiment elles ont tort de s'y prendre comme ça. Ensuite, pardon Marlène Schiappa, mais pour moi, votre place, elle n'était pas là-bas. Ok, c'est bien de soutenir ces femmes parce qu'elles peuvent être victimes et peu importe les milieux, c'est comme les violences faites aux femmes. Ça concerne les femmes de tous les milieux. Mais quand même, j'aurais aimé qu'il y ait ce mouvement incroyable au milieu, qu'on y retrouve ces femmes de ménage, qu'on y retrouve ces femmes anonymes qui sont victimes, qui n'ont pas la parole, qui ne peuvent pas s'exprimer comme ça, qui n'étaient pas concernées là-dessus. J'ai l'impression un peu que ça fait réunion de femmes entre elles. C'est l'entre-soi. Célèbre un peu l'entre-soi, sauf que c'est une question qui est tout sauf de l'entre-soi. Bien, alors maintenant Marlène. Et après, vous pourrez tous poser des questions, mais d'abord Marlène. Quelques éléments de réponse. Je vais commencer par la fin. D'abord, Absatoussi, ma place, elle est partout. Ma place, elle est à la fois à Trappes, où j'étais la semaine juste avant Cannes, pendant 3 jours, où je me suis démenée, au demeurant, avec très peu de journalistes sur place pour constater ce que j'ai fait à Trappes, où j'ai délocalisé mon cabinet, comme au Festival de Cannes. Qu'est-ce qu'on a fait au Festival de Cannes? Moi, je n'ai pas monté les marches. J'étais derrière, en coulisses, en train d'encourager ce qui se faisait. Ce qu'on a fait, c'est qu'avec Pierre Lescure et Thierry Frémaux, les présidents et délégués généraux, on a créé une hotline. Pas que pour les actrices, parce que les actrices, beaucoup d'entre elles savent comment se défendre. Elles ont accès aux médias, elles peuvent avoir des brillants avocats. Les femmes qui ont appelé la hotline, ce sont les intermittentes du spectacle qui sont sur le Festival de Cannes. Ce sont des coiffeuses, ce sont des maquilleuses, elles sont là en l'espèce. Et c'est à Cannes qu'Harvey Weinstein a commis le premier viol et donc qui a été le point de départ du mouvement MeToo. Et pour répondre à ce que vous avez dit tout à l'heure, France-Olivier Gisbert, sur elles savent pourquoi elles sont convoquées, pardon, mais moi je ne peux pas vous laisser dire ça parce que ça, c'est la rhétorique qui vise à inverser la responsabilité, à dire que la victime, elle sait ce qui va lui arriver. Si les femmes s'étaient dit, je vais aller dans cette pièce et je vais être violée, elles n'y seraient pas allées. Il y a des femmes qui considèrent que les hommes, en général, sont des gens bien et que s'ils leur donnent un rendez-vous de travail, eh ben, c'est pas pour les violer. Quand on est d'accord pour aller dans une chambre, quand on est d'accord pour aller à un rendez-vous de travail, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord pour être violé. Quelle que soit l'heure, quelle que soit la venue, quels que soient les effets. Gilles William, après. Pardon, Marlène Schiappa. Et c'est l'avocat qui vous parle. C'est l'avocat qui souffre profondément que de voir que les viols de femmes qui portent plainte en temps humain d'une femme n'ont pas le temps d'être véritablement suivis. C'est des années et des années et des années parce que la justice est paralysée. Et j'ai une Marlène Schiappa qui vient maintenant
me pondre un texte sur le harcèlement de rue, qui est franchement extrêmement difficile à caractériser, encore plus difficile à établir, avec des flics qui ont beaucoup de choses à faire et qui vont encore surcharger une justice qui est déjà paralysée et qui va maintenant être dans la thrombose. Voilà pourquoi je suis en opposition. Est-ce que je peux vous répondre? Ben, Parce que ah, vous n'avez bah, pas de raison d'être en opposition, dans la mesure où ce texte, il vise à plusieurs choses. Il n'y a pas que le harcèlement de rue. Il vise à assurer une meilleure condamnation. Comme avocat, vous le savez, les chiffres officiels du ministère de la Justice nous disent qu'il n'y a que 1% des violeurs qui sont en prison. Ça veut dire qu'il y a 99% des violeurs qui ne sont pas en prison, qui sont dans la nature. Ça, c'est inacceptable pour nous. Donc nous voulons renforcer la condamnation de toutes les violences sexistes et sexuelles. Le harcèlement de rue, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Il ne va pas encombrer la justice parce que ça ne passe pas par des plaintes, c'est du flagrant délit. Donc il y a 10 000 policiers de la sécurité du quotidien qui seront recrutés par Gérard Collomb, qui seront formés et équipés numériquement pour verbaliser le harcèlement de rue avec une amende justement qui va de 90 à 3 000 euros de classe 4. Mais ça n'a pas de sens, ou avec une récidive. Mais Marlène, ça n'a pas de sens. Mais ça se passe pas comme ça dans la vraie vie. Le type alors, qui la conteste, République française, le respect des institutions, pardon, ça ira devant le tribunal s'il y a des contestations. Alors ça, c'est vraiment, ça typiquement, pardon, mais là on a un festival ce soir parce que vous allez encombrer la justice. C'est typiquement une chose qu'on ne dit que pour les victimes de violences sexuelles. Quand vous êtes cambriolé, on vous dit pas, t'as été cambriolé, prends sur toi ta télé, c'est pas grave parce que là tu vas quand même encombrer la justice. Non, elle est bonne, elle est bonne. Non, mais elle a un super argument. Elle milite, mais ça n'est pas un argument du tout super. Si, elle te dit milite que pour les cambriolages... Elle milite pour la création d'un délit ou d'une contravention supplémentaire qui va ajouter déjà au travail de la police et de la justice. Mais c'est son job. Et qui va faire en sorte ça ne m'a pas échappé que c'était son job. Actuellement, il y a 8 femmes sur 10 qui nous disent, sondage IFOP, c'est pas une organisation féministe radicale, 8 jeunes femmes sur 10 qui ont peur quand elles sortent toutes seules le soir dans la rue. Natacha. Alors, pour ma part, c'est surtout que j'aimerais comprendre exactement quels sont les contours de ce dont on parle. Parce que une agression sexuelle, je comprends ce que c'est puni par la loi et c'est très bien. Et en effet, il faut que ce soit mieux suivi et mieux pénalisé. D'accord. Mais le harcèlement, par rapport à la drague vulgaire et lourde, ça se situe où? Moi, je crois qu'il faut sortir de la représentation romantique du harcèlement de rue. Le harcèlement de rue, c'est quelqu'un qui va vous suivre pendant 2, 3, 6, 10 rues. Vous demandez 1, 2, 3, 10, 30 fois votre numéro de téléphone. Vous intimidez, vous invectivez, rentrez dans votre espace. On sait très bien, vous et moi, que si je vous dis « vous êtes très élégante » ou je vous fais une remarque sur votre tenue, ça n'est pas du harcèlement de rue. En revanche, si je me colle à vous, que je me mets à baver, que ça fait 5 rues que je vous suis en vous criant « salope, salope, salope » et que d'un coup je vous dis « ça, je vais rentrer chez toi avec toi », là, on est dans du harcèlement. Je suis entièrement d'accord. La ligne, elle est très claire. La ligne, c'est le consentement. Voilà. Marlène Schiappa, merci. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous venez de publier Si souvent éloigné de vous, Lettre à mes filles aux éditions Stock. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Voilà, c'était la BLE. C'était rien du dimanche, l'émission qui vous aide à vous faire votre opinion. Bonsoir les fermes du dimanche. Nous sommes de retour sur Terre dans l'émission qui vous aide à vous faire votre opinion. Toujours en compagnie des 7 mercenaires, Natacha Polony, Raquel Garrido, Absa Toussi, Monia Cachemire, François-Olivier Gisbert, Gilles William Gonadel. Maintenant qu'elle est partie, c'est le débrief de l'invité. Alors maintenant qu'elle est partie, donc Absatou. Moi, je persiste et je signe un formidable exemple. Ouais. Une femme bosseuse. Elle connaissait, comme tu l'as dit, tous ses dossiers. Elle a fui devant aucune question. Je trouve qu'en politique, ils brassent beaucoup de vent. Ouais. Ils répondent souvent à côté de la question. On l'a vu ici à plusieurs reprises. Non, elle n'a fait aucune question. Elle a tout affronté. Moi, je suis totalement fan. Je comprends. Natacha. Je ne suis pas d'accord avec elle sur certains sujets. Bien sûr. On pourrait en débattre pendant des heures. Je pense aussi qu'elle est beaucoup plus objective et subtile quand elle est ici, mais que poussée par une opinion, par un discours dominant, par des associations,
En revanche, elle peut parfois prendre des positions qui sont un peu plus radicales que ce qu'elle nous a montré là, mais pour autant, c'est quelqu'un, en tout cas, d'intéressant et dont il va falloir écouter la suite de ce qu'elle a à dire. Attendez, c'est la première femme du gouvernement en termes de sondage, c'est la plus appréciée, donc c'est pas mal, parce qu'elle était personne il y a 2 ans, hein, France. Il y a encore une marge de progression. Hein. Je pense notamment à la voix, qui a un peu le petit côté. Oui, non, le petit côté. Tu penses, tu penses qu'elle devrait avoir un orthophoniste, par exemple? Non, tu sais, tous les bons politiques, tous les grands politiques, ils sont toujours passés par là à un moment donné. Ils s'en cachent, bien entendu, mais on sait tous. Bon, Mitterrand s'est fait les dents, un peu d'orthophonie, un peu de ceci, un peu de cela. Donc, il y a un petit boulot là à faire. Cela étant, elle est absolument formidable parce que c'est vrai ce que dit Absatou, elle esquive rien, puis en même temps, elle esquive tout. Raquel. C'est une vraie gramscienne, c'est-à-dire qu'elle a compris son rôle politique de créer de la conscience. Elle n'est pas juste là sur le terrain des actes, elle est là sur l'idée de créer une culture. Et elle est très forte là-dessus. Elle a même convaincu Thierry Ardisson. Et c'est ça qui est très important, c'est que la politique, ce n'est pas seulement une question de décision politique, même si c'est très important. Moi, je peux vous dire, vous voulez un effet Marlène Schiappa? Je vais vous donner une petite anecdote. Moi, ce soir, là, pendant la pause, je me suis relevée et il y a ma maquilleuse Valérie qui me dit « Raquel, tu as du rouge sur ta robe et du rouge sur ton siège. » Ben voilà. C'est-à-dire que là, l'effet Marlène Schiappa, c'est que je vais vous raconter cette histoire, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que je me lève, toute l'équipe est là en me disant « Ok, bon voilà, vas-y, tu vas te changer, etc. » Voilà, c'est comme ça. Bah ouais, de temps en temps, on a des émissions toutes les semaines et il y a des émissions où on a nos règles. Voilà. C'est comme ça. Pour résumer, c'était de l'air frais. C'est ça. Voilà, c'était de l'air frais. C'était le livre rouge de Mao. Non, en fait, en tant que femme de 35 ans, ça me fait du bien de voir une femme comme elle, qui peut être au gouvernement et qui peut rester femme. Ça fait du bien parce qu'on a toujours l'impression qu'à partir du moment où elles sont censées avoir une grande position, elles se masculinisent, parce qu'on parlait des hommes qui se féminisent, mais elles avaient tendance à se masculiniser, comme Michel Alliot-Marie, par exemple. Et là, on voit une femme complètement féminine et c'est pas antinomique. Un mot quand même. Et juste, non mais je me permets, après tu pourras. Et là, je voulais juste dire, sans vouloir faire du harcèlement de rue, Marlène, t'es bonne. Dans ton travail. Je voudrais quand même tempérer votre enthousiasme excessif quand même par rapport à elle. Parce que je veux dire, et c'est bien d'ailleurs le combat idéologique que certains ont mené, dont moi. Quand vous remarquez les choses ce soir, sur l'article, je lui ai fait rentrer dans la gorge, elle dit rien. Sur Cannes, on lui fait remarquer quand même qu'il y a un peu d'indécence, elle dit rien. Sur le harcèlement de rue, c'est pas la même fille qui nous expliquait le harcèlement de rue. Un mec l'appelle, appelle une femme au bout de 3 appels, il est dans le harcèlement. C'est-à-dire que quand même, grâce à ce qu'on lui a dit quand même pendant des mois et des mois, votre Marlène, elle a quand même dit c'est le propre des bons politiques, ça. Les gens qui travaillent. Voilà, c'était le débrief de l'invité. Ça balance pas mal à Paris, ça balance aussi. Et maintenant, c'est l'heure des terriens de Tanguy Pastureau. Bonsoir. Ah, Thierry, je vous comprends de mieux en mieux, hein, notamment votre intérêt pour la monarchie, parce que ça fait 8 jours que je rêve en regardant les photos du mariage d'Harry. Oui, bien sûr, bien sûr. Le petit prince déchiré et de sa Mégane d'occasion. Alors c'est pas sympa. C'était magnifique. C'était magnifique. Oui, Mégane est arrivée voilée, hein, donc on a pensé qu'elle était à l'UNEF. Puis Harry lui a soulevé le voile et on a eu peur qu'en dessous il y ait Jean-Phi, un pote avec qui il avait fêté la veille, parce que Harry, s'il veut, il peut plus se teaser en un soir qu'Olivier de Kersauzon sur toute une vie. Mais non, c'était bien Mégane et elle a dit oui, hein, parce qu'elle a posé une RTT qui court sur tout le reste de sa vie. Hein, elle n'avait rien d'autre de prévu. Ils sont sortis de l'église, elle avec sa longue robe qui a permis aux équipes de ne pas avoir à se taper le ménage après, parce qu'elle a tout ramassé avec. Hein, les mégots de clope, les cheveux de William, les poils pubiens de ceux qui étaient venus en kilt.
Donc là, Absatou, devant sa télé, a fondu telle une glace de boule qu'on approcherait trop près de Christophe Castaner quand il pense à Macron. Hein. Cette midinette a écrit « Ce mariage est sublime ». Elle a raison. Hein. Tandis que Raquel, elle pensait vivement qu'on aille à Buckingham leur couper la tête à ses couillons. Hasta la Victoria Siempre, fuck off. Alors bon, ils se sont embrassés. Hein. La première fois qu'Harry a fait ça, Meghan était encore une grenouille. Hein. Il était défoncé, l'a vu, il s'est dit « Mon père se tape bien Camilla ». Et pouf, elle s'est transformée en princesse. Alors Absatou a raison, c'était sublime. Mais oui. Hein. Camilla était habillée par Cyril Lignac, un robe en meringue et sur la tête un millefeuille. Vous l'envoyez telle quelle chez Banette, la dame l'armée en vitrine. Le prince Philippe, qui est éternel, hein, il a déjà assisté à 1400 mariages, dont celui d'Aznavour et de Lucie l'Australopithèque, était là. Donc il prépare le mariage du prince George en 2047. Puis, les amoureux sont partis dans une voiture ayant la plaque d'immatriculation de la date des noces. Ils ont dû lâcher un gros pourboire chez Noroto. Alors, le couple en a profité pour valider son BAFA. On les voit ici avec les enfants des salariés du comité d'entreprise d'Interflora. Puis, Meghan a fait sa première apparition officielle en tant que duchesse de Sussex. Hein, ce qui ne change rien, à part qu'ils l'ont équipée donc d'une parabole hein, pour qu'elle puisse capter les chaînes américaines. C'est beau, c'est beau. Nous qui avons zigouillé nos rois, parce qu'en 1793, il n'y avait pas de l'exomile, donc on s'est emporté. Hein. Bah, au mieux, un anniversaire de mariage, c'est Macron qui offre à Brigitte une Smartbox séjour en roulotte et il se tape la vie de Kenji Girac. C'est ça la France. Alors justement, Macron, où en est-il de sa win attitude de Golden Boy qu'on dirait sorti d'un roman de Bret Easton Ellis ? Oui, j'ai vu qu'il allait avoir Nabila sur la chaîne, donc j'essaie d'équilibrer avec quelques références littéraires. Eh bien, il s'est détendu le sagouin, ça sent déjà les vacances, hein. Vraiment la fonction publique sont des planqués. Alors il a reçu à dîner Mika, venu en veste, trèfle à 4 feuilles afin de lui porter chance. C'était ça ou débouler avec la pompe gauche maculée des troncs de chien. Lequel a ensuite attrapé Brigitte en lui disant « Viens la maloute », comme quand on est dans le photomaton et qu'il faut rentrer les deux têtes dans le cadre. Alors Macron s'est aussi rendu en Bulgarie, où il a comme d'habitude touché tout le monde. Hop, une caresse dans le dos, hop, un petit frottis d'épaule, et encore une épaule. Voilà, s'il va à Pattaya, les types vont le prendre, lui mettre un monokini et le coller sous un écriteau avec marqué « Massage 2000 bahts ». De son côté, Jean-Louis Borloo buvait des coups. Son deuxième hobby avec siroter des cocktails. Parce qu'il avait remis à Macron un rapport sur la banlieue en disant il me faudrait 50 milliards d'euros. Il a pris Macron pour la tirette de la HSBC. À tort, parce que l'autre a mis sur la table 0 €. Il se lance dans le bénévolat, Macron. C'est la dèche. Il a fait sa présentation devant une table avec rien dessus et derrière lui un drapeau sur feuille A4. L'Albanie a vu ça, elle a appelé pour nous prêter de l'argent. Du coup, même niveau humoriste, il devait avoir Foresti, mais elle demandait une blinde. Ils se sont rabattus sur Bellatar, le seul comique macroniste avec Gérard Collomb. Alors Borloo avait 50 milliards à la base, il est reparti avec que dalle. C'est le seul mec à jouer à Money Drop sans caméra. Vu ce qu'ils ont fait avec son rapport, parce qu'ils l'ont mis dans la poubelle bleue, ça relève plus donc de l'écologie que de la politique de la ville. Alors Macron a dit à Borloo, on en a parlé, 2 mâles blancs qui font un plan banlieue, ça marche plus comme ça. Il avait dû l'embaucher à son retour de congé. Borloo était parti au Brésil, était revenu la peau tannée comme celle d'une chèvre et en jupe. L'autre s'était dit « Yes, une petite métisse, vas-y bébé, secoue ton bouti ». 15 jours plus tard, il avait perdu son bronzage et était couvert de poils, parce que Borloo, c'est Chewbacca en fin de soirée. Et Macron a dit « Flûte, un mâle blanc ». Comme nous, quand au bois, on pense que c'est une dame, mais que non. Un mâle blanc. Ouais. Oh, tais-toi le mâle blanc. Allez, allons voir à gauche, tiens. Parce qu'à gauche, il y a François Hollande, qui est devenu fou, comme avant lui Ariel Dombal ou Kim Jong-un. Lundi, Hollande était à Auch pour signer son livre, donc on l'avait collé dans le coin devant la porte. Donc la plupart des gens pensaient qu'il s'agissait d'une dame pipi. Et il a parlé avec ses fans pendant 3 heures, aussi bien du nouveau canard WC triple action que de la qualité du papier Moltonel.
Et partout où il passe en France, c'est l'émeute. Hollande, c'est Justin Bieber avec le physique de Guy Mollet. Résultat, ça lui a monté au citron. Et maintenant, quand on lui demande si en 2022 il se présentera, il dit même plus non. Parce qu'il a signé 12 bouquins, il prend la confiance. Lui, si Julie lui dit « je t'aime », il s'inscrit au marathon de New York, il le fait sur les mains. Alors sinon, Olivier Faure, le patron du PS, celui que Hollande va dégager dans 3 jours parce qu'une dame lui aurait crié « vas-y fanfan, tu vas les bouffer », eh bien, a lancé, c'est extraordinaire, une quête aux idées à 1 euro. Le concept est simple, le PS n'a pas d'idées et pas d'argent, donc c'est vous qui faites leur programme et qui payez pour ça. Les mecs sont trop forts. Bernard Madoff à côté, c'est Christophe Maé en train de chercher sa nouvelle tenue de scène chez Emmaüs. Alors Olivier Faure, qui a essayé de s'incruster dans une manif de gauche, mais il s'est fait dégager. C'est la 2e fois que ça lui arrive. Il a plus été exfiltré qu'un agent du Mossad qui, par erreur, a dit shalom au serveur du Quick de Kaboul. Enfin, Jean-Luc Mélenchon a reçu des gens de partout dans le monde pour parler réchauffement climatique. Alors, tous venus en habits traditionnels. Il y avait une Inuit avec de la fourrure, une Africaine en boubou, un Ilien barbu et même un Indien. En fait, il est en train de reconstituer les village people. L'écologie, ce faux prétexte pour faire la fête, quoi. Bravo. Allez, partons à droite. Avec Nicolas Dupont-Aignan qui a manifesté avec les femmes de policiers pendant que ceux-ci étaient au travail, ce lover. Il fait toujours comme ça. Là, il est en ce moment d'ailleurs chez Gilles William Goldnadel avec son épouse. Sinon, Valérie Pécresse, qui, regardez, est de moins en moins blanche. Et c'est une femelle. Donc, elle va pouvoir bosser avec Macron à un parti politique, vous savez, intitulé Libre. Elle vient de lancer la version jeune de Libre avec 4 postes ados sous poppers. Parce qu'avoir 18 piges et être tenté par Pécresse, il faut être sous l'emprise de stupéfiants. Même le prince Harry, défoncé à Vegas il y a 5 ans, aurait dit non, là, c'est un peu too much. Alors Wauquiez, son concurrent, a visité un EHPAD et il a parlé donc avec des seniors. Macron a les gens en marche. Du coup, lui, il prend tous ceux qui sont assis. Christian Estrosi, maire de Nice, a fêté la Sainte Rita. Alors la tradition est de faire bénir à la fin de la messe des roses. Il y avait tous les professionnels de la rose, le bachelor, les derniers socialistes, les Pakistanais qui font la tournée des restos. Bonne ambiance. Nicolas Sarkozy, lui, a visité une start-up, alors qu'il est censé être à la retraite. Enfin, à tous les coups, ça fait comme Hollande. Il va vouloir revenir parce que Carla lui a roulé une pelle en lui disant « Mi adorato, ti amo, enfin, il aimerait quand même... » Non mais, en 2022, il y aura Hollande, Sarkozy et peut-être Giscard. Enfin, Rachida Dati a croisé un basketteur faisant 16 fois son poids. Un gros mal de couleur. Donc là, si le type avait le rhume des foins et éternuait, elle venait s'encastrer dans le mur. Heureusement, ça allait. Énorme. Allez, un coup d'œil sur l'activité des ministres. C'est normal qu'on les surveille, c'est nous qui les payons. Alors, Nicole Belloubet, ministre de la Justice, a fait une réunion publique et elle est moins connue que le vaccin contre le cancer, qui n'existe pas. Si bien qu'elle a dû se présenter telle une vulgaire stagiaire de 3e. Donc peut-être moi je vous dis en quelques mots qui je suis. Je m'appelle Nicole Belloubet, je suis née... Voilà, bonjour, moi c'est Nicole. Enfin, elle a récité tout son CV. À la fin, ça disait toujours rien aux gens. Benjamin Griveaux, lui, a visité un haras où il a croisé un cheval coiffé comme le chanteur Kelly. Puis, il s'est rendu dans une cité où il a joué au ping-pong, la table en dur étant le seul investissement dans le quartier pour les 120 prochaines années. Il n'y a pas d'argent, il n'y a rien. J'ai vu Borloo au feu rouge tout à l'heure pour revenir ici. Marlène Schiappa et Laura Flessel, elles, ont posé en tant que faux couple afin de dénoncer l'homophobie. C'est la première fois qu'un gouvernement réalise un de mes fantasmes en photo. J'espère qu'ils ne m'ont pas posé une puce là-dedans. Je sais pas. Enfin, Delphine Génie Stéphan, que vous ne connaissez pas, elle bosse avec Bruno Le Maire, a fait la fête du pain. Et on a vu ce que ça aurait donné si en 1942, Adolf Hitler avait eu une formation de boulanger. Et puis, mais que s'est-il passé dans la tête de Manuel Valls ? Il y a un mois, il était barbu, en pull moulant, il parlait catalan.
catalan, de tenir un estatut, de ser democràcia. Le catalan, le catalan, le catalan. Il était tellement sexy, on avait envie de se le faire sur la plage de Barcelone à la nuit tombée. Moi, je regardais ça en boucle, hein, afin de patienter jusqu'à la saison 3 de la Casa de Papel. Le professeur Valls, te quiero. Mais là, il s'est rasé. Et on retrouve le Valls du quinquennat Hollande. Tout nul, tout moche. On avait la Batmobile, on se retrouve avec une Fiat Panda. En plus, suicide médiatique, il a visité une usine emballée comme un steak, avec au pied des tests de grossesse en tissu. On dirait un coton-tige. Une dame a tenté de se l'enfoncer dans l'oreille. Lui il était si beau. Comme vous, Thierry, vous êtes beau. Vous êtes beau. Et pourtant, la presse révèle quoi ? Que vous n'aimez pas votre corps, hein, à cause notamment d'un postérieur trop imposant. Alors, d'abord, ce n'est pas vrai, vous avez un joli petit cul, comme me le disait Franz ce matin dès notre réveil. Et même si c'était le cas, vous seriez pile dans l'époque. Kim Kardashian, Jennifer Lopez, Nabila, David Douillet, Gérard Larcher, toutes les stars de maintenant ont un gros boule. Vous êtes la norme. Bref, si vous n'aimez pas votre corps, n'en dégoûtez pas les autres. Vous êtes top. Salut. Merci. C'était Tanguy Gacho. On se retrouve ici la semaine prochaine. D'ici là, sur macanal.fr. Et maintenant, on va jouer. Ouais. La dernière fois, c'est Monia Cachemire Je m'en souviens pas. qui a gagné. Qui remportera l'Ours Rouge cette semaine? Monia. Qui sera le Winnie de l'ourson? C'est le winner de l'actu. Quelle épreuve a été supprimée de l'émission Fort Boyard? Ah, c'est toi qui sais. Le combat de femmes dans la boue, l'épreuve des cylindres, les énigmes du père Fouras ou le lancer de nains. Monia, je te déteste. C'est les énigmes du père Fouras. Non. Mais c'est pas Le combat des femmes dans la boue. Non. C'est pas possible. L'épreuve du cylindre. Mais oui, ça marche pas. Tu sais pourquoi? Bien sûr, je sais, parce que... Parce qu'on voyait trop. Et voilà. Vas-y, ça fait de l'audience. Vas-y. On ne regarde pas l'émission. J'en reviens. J'ai représenté notre chaîne au Fort Boyard. Voilà, fait et Fort vous, Boyard. et vous verrez cet été, Bon, attention. c'est pour l'association. Pourquoi cette maison a-t-elle fait parler d'elle sur les réseaux sociaux? C'est possible. C'est la maison dans laquelle a grandi Melania Trump. C'est la résidence de Jérôme Cahuzac en Corse. C'est une maison rachetée plus d'1 million de dollars par Google, où c'est le mât provençal loué par Franz-Olivier Gisbert pour son mariage. Google. Ouais. C'est la seule qui Elle a pouvait été rachetée 1 million de dollars par Google parce qu'ils veulent là-dessus détruire évidemment cette pauvre maison et construire un immeuble à eux. Voilà, bravo. À qui une supérette du 19e arrondissement a-t-elle interdit son accès? Aux enfants équipés de trottinettes, aux personnes racistes, aux personnes qui sont mauvais, ou à Natacha Polony à cause de ses sujets sur le jambon persillé industriel. Aux personnes racistes. Oui. Je l'ai vu. Oui, parce que c'est un mec, c'est le patron d'un Franprix, donc il en avait ras-le-bol. Donc il dit, moi, je suis juif, pied noir, originaire d'Algérie et totalement français. Et pour lutter contre le racisme au quotidien, il a écrit ça. Il a écrit son indignation sur une affichette. Bravo, c'est tout ce qu'on peut. Très bien. À partir de quoi Formidable. les semelles de ces baskets ont-elles été fabriquées à Amsterdam? Des mégots de cigarettes récoltés dans les cendriers publics, des canettes trouvées dans les canaux, des chewing-gums ramassés dans la rue ou des capotes utilisées par les prostituées. Les chewing-gums. Putain, comment tu le sais? Ah oui, c'est évident. Bah, j'ai hésité, mais bon. La baraka, c'est la baraka. Ça aurait pu être des capotes, hein.
Tu sais que c'est une vraie solution. Il y a 1,5 million de kilos de chewing-gum Hallucinant. qui sont jetés tous les ans. À Singapour, c'est interdit. Hein. Tu as Ouais, une ouais, énorme tu amende. prends une amende à Une Singapour. énorme Mais à amende. Singapour, tu prends des amendes pour n'importe quoi en même temps. Hein. Oui, mais ils ont raison parce que c'est galère d'enlever C'est le galère. chewing-gum C'est par galère, je terre. suis d'accord. Alors que les capotes, ça se décolle très bien. Bah oui. Qu'est-il arrivé à Luis Miguel, le Johnny Hallyday mexicain, en plein concert le 16 mai dernier? Il a eu une attaque cardiaque et il est mort. Il s'est fait attaquer par un âne. Il a eu une énorme érection. Il a fait un duo avec le fantôme de Johnny Hallyday. D'ailleurs, je suis pas du tout au courant de cette histoire, mais a priori, je dirais l'érection. Hein. Oui, une énorme érection. Non, regarde. Il a le même âge que nous. À cet âge-là, on sait comment on les a. C'est Alors, ah oui. C'est une Moi, j'ai érection. parlé de mes règles, vous parlez de Viagra. Mais Allez, on excuse-moi, écoute. c'est une érection, mais je vois pas en quoi elle est énorme. Ouais, moi aussi. Oh. Monia, comment jugez-vous cette érection? Halal. Alors, Alors, qui a remporté l'ours rouge? tacos qu'un burrito. Hein. C'est moi. Mais étrange, c'est Putain, ex aequo. pour rien. Mais attends, mais ex aequo. Il faut faire Ex aequo. Ah, ça y est, Ex Super aequo. Banco. C'est le Super Banco. Allez. Alors, d'après Voici, qu'est-il arrivé d'incroyable à Beyoncé récemment? Elle est allée faire ses courses. Elle s'est coincé les cheveux dans les roues d'un vélo. Elle s'est cassé un ongle en ouvrant le coffre de sa voiture. Elle a perdu une lentille dans son blender, où elle a pris 165 grammes. Je ne sais pas. Qu'elle a perdu une lentille dans son blender? Elle s'est coincée les cheveux dans son vélo. Olivier Gisbert. Oh là là. Bravo. France, c'est rare que tu gagnes. C'est bien, je suis content. Je suis content, bravo, voilà. C'était Les Terriens du dimanche, l'émission qui vous aide à vous faire votre opinion. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission, à commencer par Stéphane Simon. À samedi. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.